Le roi d'un empire de verre et d'acier, un homme dont le cœur était une forteresse inaccessible. Elle ne croyait qu'à la certitude des chiffres, luttant pour sa famille, le regard fixé sur la réalité, sans temps pour les contes de fées. Ceci n'est pas l'histoire de leur ambition, mais celle de leur collision. Quand le danger les force à partager la même cage dorée, ils découvrent qu'au milieu du chaos naît une connexion aussi puissante qu'interdite. Restez avec nous, car ce récit vous prouvera que le véritable amour n'est pas une destination, mais une tempête qui vous trouve pour tout reconstruire. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Préparez-vous à une histoire qui demande « Un cœur barricadé peut-il confier sa clé à la seule personne capable de le sauver et de le détruire à la fois ?» C'est un conte d'alliance improbable, de secrets mortels et d'une passion qui s'embrase au cœur du danger. Le whisky était une braise liquide dans la gorge de Maximilien Beaumont, mais le froid dans son estomac ne cédait pas. C'était un nœud de glace, insensible à la chaleur de l'alcool de 18 ans d'âge. Depuis son bureau au sommet du monde, au 80e étage de la tour Beaumont, Paris s'étendait sous lui tel un tapis de diamants brisés, indifférent. La ville respirait, vivait, pulsait d'une vie qu'il sentait s'échapper de lui-même, non pas de son corps, mais de son âme. Il fit tourner le lourd verre, le doux tintement des glaçons contre le cristal étant le seul son dans le silence oppressant. Le contrôle était sa religion. Chaque OPA hostile, chaque manœuvre au conseil d'administration, chaque ligne de code de ses logiciels propriétaires était un testament de sa foi. Il avait bâti un empire sur le postulat que tout, absolument tout, pouvait être prédit, quantifié et dominé. Et puis, il y eut l'email. Son reflet dans la baie vitrée montrait un étranger portant son costume sur mesure. Un homme avec ses yeux verts foncés, sa mâchoire ferme, mais avec une hantise dans les profondeurs qu'il ne reconnaissait pas. La mâchoire de Maximilien se contracta, un muscle tressaillant en une protestation silencieuse. Cela faisait 3 semaines. 21 jours que le premier message était apparu sur son terminal sécurisé, signé d'un nom qui semblait arraché à un cauchemar mythologique. Prométhée. Le message ne demandait pas d'argent. Il demandait la reddition. Il demandait les clés de son royaume. Il menaçait d'exposer un secret enterré avec son père, un péché originel qui ternirait le nom des Beaumont à jamais, réduisant son empire en cendres et en chuchotements. Prométhée ne voulait pas sa fortune, il voulait son anéantissement. Et l'échéance approchait, à moins d'1 semaine. Il s'écarta de la fenêtre, le mouvement brusque et contrôlé, un mensonge qu'il se racontait à lui-même. Il n'était pas en contrôle. Pour la première fois depuis qu'il avait pris le fauteuil de son père, il était un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Le fantôme de son père semblait planer dans la pièce, son portrait à l'huile sur le mur opposé un observateur silencieux et accusateur. « Tu aurais dû être plus fort », semblaient dire les yeux peints. Une dernière gorgée de whisky. Le feu n'atteignit pas la glace. Maximilien posa le verre sur le bureau en acajou avec un bruit sourd et s'assit dans son fauteuil en cuir. Le silence était un ennemi. Il avait besoin de donner. Il avait besoin d'une arme. Il avait besoin d'un miracle. À quelques arrondissements de là, dans un bureau sans âme au cœur de Paris, Blanche Dubois voyait les chiffres comme de la musique. Pour d'autres, ce n'étaient que des colonnes de profit et de pertes, des projections de croissance et des passifs. Pour Blanche, l'écran était une partition vivante, et à cet instant, au milieu de la symphonie financière des entreprises Beaumont, elle entendit une note dissonante. Un unique fil tiré dans la tapisserie immaculée. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, ses articulations pâles sous la lueur fluorescente du bureau. Son cœur battait un rythme rapide contre ses côtes, un mélange d'épuisement et d'adrénaline. Il était près de minuit. Le bureau était presque vide, le bourdonnement des serveurs et l'odeur de café réchauffé emplissant le silence. Ses collègues étaient repartis des heures plus tôt, satisfaits de l'audit superficiel que le Conseil des Beaumont avait commandé. Mais Blanche ne pouvait pas s'arrêter. La promotion n'était pas seulement une question d'ambition, c'était une question de survie. L'image de sa mère dans sa petite chambre à la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine était un moteur constant dans son esprit. Le sourire fragile, les yeux qui perdaient un peu plus de leur éclat à chaque visite. Les factures médicales étaient une montagne qu'elle devait gravir, et cet audit était son seul outil. « Allez !» murmura-t-elle à l'écran, comme si elle pouvait convaincre les données de révéler leurs secrets. « Montre-moi. » Le fil était minuscule.
Une série de transferts vers une filiale fantôme, une société qui n'existait que sur le papier, créée et dissoute au cours du même trimestre fiscal, 5 ans plus tôt. Les sommes n'étaient pas énormes, pas assez pour alerter la plupart des auditeurs, mais le schéma était étrange. C'était trop propre, trop parfait, comme balayer la poussière sous un tapis qui n'existait pas. Son curseur survola le nom du fichier maître de la filiale. C'était un nom de projet, probablement aléatoire. Project Icar. Un frisson parcourut son échine, un pressentiment qu'elle ne pouvait expliquer. Icar, le garçon qui vola trop près du soleil. Elle se mordit la lèvre inférieure, le goût métallique de l'anxiété dans sa bouche. Cela pourrait être son moment. L'anomalie qui prouverait sa valeur, qui lui obtiendrait la promotion. Ou cela pourrait n'être rien. Une erreur comptable, une bizarrerie du système. Et secouer le nid de guêpes qu'étaient les entreprises Beaumont pourrait lui coûter son emploi. Elle jeta un coup d'œil à la petite photo encadrée sur son bureau. Sa mère, des années plus jeune, souriant sous le soleil à Deauville. L'odeur de l'air marin et de la barbe à papa lui parut presque réelle un instant. Du courage. Il lui fallait du courage. D'un simple clic, elle marqua le fichier pour investigation et rédigea un email concis à son superviseur, joignant ses conclusions préliminaires. L'objet, demande urgente, anomalie fiscale dans le projet Icar. Elle appuya sur « Envoyer ». Le son du clic sembla résonner dans le bureau silencieux. Un soupir s'échappa de ses lèvres, un mélange de soulagement et de terreur. C'était fait. Elle se renversa dans son fauteuil, le simili-cuir craquant en protestation. Ses épaules lui faisaient mal, ses yeux la brûlaient. Mais au fond de son épuisement, il y avait une étincelle de triomphe. Elle avait trouvé quelque chose. Au 80e étage, une alarme silencieuse retentit sur l'ordinateur portable de Maximilien. Pas une alarme de sécurité externe, mais une alarme interne, un chien de garde numérique qu'il avait lui-même programmé des années auparavant pour surveiller les recoins les plus sombres des serveurs de l'entreprise. Quelqu'un avait accédé à un fichier fantôme, un fichier qu'il pensait enterré sous 5 ans de données cryptées. Son sang se glaça. Il se pencha en avant, les yeux fixés sur la notification clignotant en rouge. Alerte d'accès. Fichier maître, projet Icar. Icar. Le nom le frappa comme un coup de poing à l'estomac, lui coupant le souffle. Ce n'était pas possible. C'était le projet de son père. Le projet qu'il n'avait jamais pu déchiffrer. L'origine de tout le poison. C'était le cœur du secret que Prométhée utilisait maintenant contre lui. Une balle perdue dans le noir venait de toucher la poudrière. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il tapait une commande, le souffle coupé. Il lui fallait un nom. Il devait savoir qui, dans une armée d'auditeurs sans visage, avait eu l'audace ou la pure chance de tomber sur ce fantôme. La réponse vint en quelques secondes, en texte vert simple sur le terminal noir. Utilisateur, Dubois, Blanche. Cabinet d'audit Lefebvre & Associés. Action. Fichier marqué pour examen supérieur. Blanche Dubois. Le nom était doux, presque poétique, un contraste violent avec la brutalité de la situation. Il se leva, le fauteuil roulant en arrière avec un bruit sec. Il n'attendit pas l'ascenseur de direction. Il prit celui de service, ses pas résonnant dans le couloir de marbre. La glace dans son estomac s'était transformée en fournaise. Blanche rangeait ses affaires dans son sac, le corps endolori mais l'esprit en effervescence. Le bureau était maintenant complètement silencieux, à l'exception du son lointain d'une sirène dans la rue en bas. Elle éteignit son moniteur et son reflet la dévisagea brièvement sur l'écran sombre. Des yeux fatigués, les cheveux relevés en un chignon désordonné. Rien qui ne suggère qu'elle venait de réveiller un dragon endormi. Le son de l'ascenseur qui arrivait la fit sursauter. Étrange. L'équipe de nettoyage utilisait généralement le monte-charge. Les portes métalliques s'ouvrirent avec un doux sifflement. Elle leva les yeux. Un homme se tenait là, grand, impeccablement vêtu d'un costume sombre qui semblait moulé sur son corps. Il ne sortit pas. Il resta simplement là, sa silhouette se découpant sur la faible lumière du hall de l'ascenseur, sa présence remplissant l'espace, aspirant tout l'air. Elle l'avait vu en photo en couverture de Forbes, mais les images ne rendaient pas justice à l'intensité brute qui émanait de lui. C'était Maximilien Beaumont, et il la regardait droit dans les yeux. Pas avec la curiosité d'un PDG visitant ses subalternes. Il y avait autre chose dans son regard, quelque chose d'ancien et de dangereux. C'était le regard d'un prédateur qui venait de trouver sa proie. L'air dans le bureau se raréfia soudain, dense comme l'eau avant un orage.
Blanche le sentit dans ses poumons, une pression soudaine qui lui fit retenir sa respiration. Maximilien Beaumont ne bougea pas, mais son immobilité était une force de la nature. Ses yeux, d'un vert si sombre qu'il paraissait presque noir sous la lumière artificielle, étaient rivés sur elle. Ils n'avaient rien du brillant poli d'un PDG milliardaire. Ils portèrent le poids des secrets, le tranchant de l'acier fraîchement aiguisé. Le silence s'étira, devenant une entité vivante entre eux. Chaque tic-tac de l'horloge murale sonnait comme un battement de cœur fort et lent. Son propre cœur, en revanche, martelait contre ses côtes, un battement frénétique et désordonné. « Agis normalement !» cria une voix dans sa tête. Ce n'est qu'un homme, mais c'était un mensonge. L'énergie qui émanait de lui était celle d'une puissance brute contenue, comme un réacteur nucléaire sur le point d'entrer en fusion. « Monsieur Beaumont !» parvint-elle à dire, la voix sortant un peu plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se leva, le geste raide, inutilement formel. La lanière de son sac à main glissa de son épaule, et elle la rajusta d'un mouvement saccadé, trahissant la nervosité qu'elle essayait désespérément de cacher. Il sortit enfin de l'ascenseur, ses chaussures en cuir italien ne faisant aucun bruit sur la moquette industrielle. Le mouvement était fluide, prédateur. Il s'arrêta à quelques mètres de son bureau, et l'espace entre eux crépita. Son parfum l'atteignit, un mélange subtil mais enivrant de laine chère, d'ozone d'une nuit pluvieuse, et d'autre chose, quelque chose de purement masculin qui la déstabilisa. « Blanche Dubois », dit-il. Ce n'était pas une question. Le son de son nom prononcé de sa voix profonde et résonnante lui envoya un frisson le long de l'échine. C'était comme s'il revendiquait ce nom, testant son poids sur sa langue. « Oui, monsieur », répondit-elle, ses doigts agrippant la lanière de son sac si fort que ses articulations blanchirent. Ses yeux passèrent d'elle à son moniteur éteint une fraction de seconde. Un geste minime, mais lourd de sens. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. La glace de l'effroi commença à se former dans ses veines, un contrepoint froid à la chaleur qui se répandait sur son visage. « Je vais être renvoyée », pensa-t-elle, la panique lui nouant la gorge. Adieu la promotion. Adieu les soins de maman. « Vous travaillez tard », observa-t-il, le ton neutre, mais ses yeux l'analysaient, la démontant pièce par pièce à la recherche de faiblesse. « J'étais juste en train de finir quelques rapports », mentit-elle, le mensonge semblant épais et évident dans sa bouche. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres, mais n'atteignit pas ses yeux. C'était un sourire qui ne contenait aucun humour, seulement une sombre confirmation. « Projet Icare », dit-il, la voix basse, presque un murmure, mais elle trancha l'air comme un éclat de verre. « Un nom curieux pour un dossier comptable, vous ne trouvez pas ?» L'air quitta ses poumons. Il savait exactement ce qu'elle avait trouvé. La panique laissa place à une peur différente, une peur plus primitive. Cet homme n'était pas là pour la renvoyer. C'était autre chose. Elle eut l'impression d'avoir pénétré en territoire interdit, d'avoir ouvert une porte qui aurait dû rester verrouillée à jamais. Elle déglutit difficilement, essayant de retrouver sa voix. C'était une anomalie. Mon travail est de signaler les anomalies. « Votre travail ?» répéta-t-il en faisant un pas de plus vers elle. Elle recula instinctivement, heurtant son bureau. Le contact dur du bois contre son dos l'empêcha de reculer davantage. Il était proche maintenant. Assez proche pour qu'elle puisse voir les fines lignes de fatigue autour de ses yeux, l'ombre d'une barbe naissante sur sa mâchoire parfaitement sculptée. Votre travail consiste à accepter les chiffres que mon entreprise vous fournit et à signer sur les pointillés. Il ne consiste pas à creuser des tombes. L'accusation dans sa voix, la menace voilée, alluma en elle une étincelle de défi, éteignant une partie de la peur. Elle releva le menton. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Beaumont, mon travail est de trouver la vérité dans les chiffres. C'est pour cela que votre entreprise m'a engagé. » Ses yeux se plissèrent. Il semblait sincèrement surpris par sa résistance. Peut-être était-il habitué aux gens qui se recroquevillent, qui acquiescent. Un instant, le silence retomba, mais cette fois, il était différent. C'était une impasse. Le prédateur évaluant une proie qui venait de montrer les dents. « La vérité », songea-t-il, le son un grondement sourd dans sa poitrine. « La vérité est une denrée dangereuse, mademoiselle Dubois. Elle a l'habitude de brûler ceux qui la cherchent. » Il fit le dernier pas, éliminant l'espace entre eux. Sa présence était écrasante. Blanche pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. Elle était piégée entre lui et le bureau, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Il leva la main
et elle tressaillit, un petit geste involontaire de peur. Mais il ne la toucha pas. Ses doigts planèrent dans l'air un instant, avant de saisir la petite photo encadrée de sa mère sur son bureau. Il l'étudia, son expression indéchiffrable. « Votre mère » demanda-t-il, sa voix soudain plus douce. « Oui » murmura-t-elle, la gorge nouée. Il reposa la photo, le geste délibéré, presque doux. Mais quand ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens, l'intensité était revenue, décuplée. « Que voulez-vous, Blanche » demanda-t-il, l'utilisation de son prénom la désarmant complètement. « Une promotion? De l'argent? Tout le monde veut quelque chose. »« Je veux faire mon travail, » dit-elle, la voix tremblant légèrement. « Et je veux pouvoir prendre soin de ma famille. » Il hocha lentement la tête, comme si elle avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Je peux vous donner cela, » dit-il, sa voix un séduisant murmure de pouvoir. « Je peux vous donner plus qu'une promotion. Je peux assurer l'avenir de votre mère. Les meilleurs soins, les meilleurs médecins. Une vie sans souci, pour toujours. » L'offre flotta dans l'air, miroitant comme un mirage tentant dans le désert de ses inquiétudes. Une partie d'elle, la partie épuisée et effrayée, voulait crier oui. Mais l'autre partie, la partie fière et méfiante, savait qu'il y avait un prix. Il y avait toujours un prix. « Que voulez-vous en retour » demanda-t-elle, la voix ferme malgré la tempête en elle. Les yeux de Maximilien Beaumont s'assombrirent, si possible. Il se pencha légèrement et son monde se réduisit à l'espace entre leurs visages. « J'ai besoin que vous oubliez le projet Icare. Oubliez le nom, oubliez les chiffres, oubliez qu'il a jamais existé. Et j'ai besoin que vous veniez travailler pour moi, directement. » Blanche cligna des yeux, confuse. « Travailler pour vous? Je ne comprends pas. » « Il n'y a pas à comprendre, » dit-il, sa voix basse et urgente. « Quelqu'un d'autre a découvert ce dossier, le même qui sait maintenant que vous y avez accédé. Vous n'êtes plus en sécurité, Blanche. En signalant ce dossier, vous vous êtes peint une cible dans le dos. » La sincérité dans sa voix était terrifiante. « Si vous travaillez pour moi directement à mes côtés, je peux vous protéger. » Son esprit tourbillonnait. Une cible dans le dos? Chantage? La protéger? C'était plus gros qu'une simple fraude fiscale. C'était dangereux. La peur revint, froide et aiguë. « C'est de la folie » murmura-t-elle. « Oui » admit-il, son souffle chaud frôlant sa joue. « Ça l'est. Mais c'est la réalité dans laquelle nous nous trouvons. J'ai besoin de vos compétences. J'ai besoin de vos yeux. Vous avez trouvé quelque chose que des armées de comptables n'ont pas pu trouver en 5 ans. J'ai besoin que vous m'aidiez à trouver qui est derrière tout ça, de l'intérieur. Mais pour cela, j'ai besoin de vous garder près de moi. » Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais pour offrir un accord, un pacte. « Je ferai une offre officielle demain, le triple de votre salaire actuel, toutes les dépenses médicales de votre mère couvertes à vie. Mais pour l'instant, j'ai besoin de votre parole que vous oublierez Icare, pour tout le monde sauf pour moi. » Sa main flottait entre eux, promesse de salut et de péril inconnu. Blanche regarda sa main puis ses yeux. Elle y vit l'urgence, la pression écrasante, mais elle vit aussi autre chose, une lueur de vulnérabilité. Le grand Maximilien Beaumont, le maître de l'univers, demandait son aide. Et il avait peur. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à la montagne de factures. Elle pensa à la cible qu'il disait être sur son dos. Le choix était une illusion. Il n'y avait qu'un seul chemin à suivre. Lentement, comme si elle se déplaçait sous l'eau, elle leva sa main tremblante et la posa dans la sienne. Sa peau était chaude, son étreinte ferme et forte, enveloppant complètement la sienne. Le contact envoya un choc électrique dans tout son corps, un courant de chaleur qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec la proximité écrasante de cet homme. « D'accord, » murmura-t-elle, scellant son destin d'un seul mot. « J'accepte. » Le soulagement qui traversa son visage fut subtil mais indéniable. La tension dans ses épaules s'apaisa légèrement. Il tint sa main un instant de plus que nécessaire, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Demain, » dit-il, la voix un peu plus douce. « Mon chauffeur passera vous prendre à 7 heures. N'allez pas à votre bureau, venez directement à la tour Beaumont. » Il relâcha sa main, et la perte soudaine de chaleur la laissa étrangement froide. Il se retourna et retourna à l'ascenseur sans un autre mot. Les portes se refermèrent, et il disparut. Blanche resta là, le cœur battant toujours de manière erratique, sa main picotant là où il l'avait touchée. Elle regarda autour du bureau silencieux, son cubicule beige et sa vie prévisible. Tout cela venait d'être brisé en éclats. Elle ne savait pas si elle venait de conclure un pacte avec le diable
ou avec son seul sauveur? Peut-être, pensa-t-elle avec un frisson, étaient-ils les deux. La nuit n'apporta aucun sommeil, seulement une succession d'images fragmentées qui assaillaient l'esprit de Blanche. Les yeux de Maximilien Beaumont, sombres comme une forêt à minuit, la chaleur de sa main enveloppant la sienne, la menace murmurée d'une cible dans son dos. Elle se tourna et se retourna dans les draps fins de son petit appartement du Marais, le bruit lointain de la circulation parisienne servant de bande-son constante à son anxiété. Chaque grincement du vieil immeuble la faisait sursauter. Chaque ombre dans le coin de sa chambre semblait s'allonger en une forme sinistre. « Vous n'êtes plus en sécurité ». Ces mots résonnaient un mantra effrayant. Était-ce un bluff? Une tactique d'intimidation pour s'assurer de son silence? Mais la sincérité brute dans sa voix, la lueur de vulnérabilité sur son visage de granit, disaient le contraire. Il croyait au danger, et cela la terrifiait plus que toute menace directe. Quand l'alarme de son téléphone sonna à 5h30, elle était déjà debout, regardant la première lumière grise de l'aube filtrée par la fenêtre. Le café avait un goût amer et faible dans sa bouche. Elle resta devant sa modeste penderie pendant ce qui lui parut une éternité. Ses robes en polyester et ses chemisiers pratiques semblant soudain inadéquats, enfantins. Que porte-t-on pour le premier jour d'un travail qu'on ne comprend pas, pour un homme qui semble tout droit sorti d'un sombre mythe grec? Elle opta pour une simple robe bleu marine, la pièce la plus professionnelle qu'elle possédait. En se regardant dans le miroir fissuré du couloir, elle vit la peur dans ses propres yeux. Des cernes violacées trahissaient sa nuit blanche. Elle appliqua un peu d'anti-cerne, une fine couche de courage et attacha ses cheveux en un chignon serré et sévère. C'était une armure, fragile, mais c'était tout ce qu'elle avait. À cette heure précise, une berline noire si lustrée qu'elle semblait avoir avalé la lumière autour d'elle, s'arrêta devant son immeuble. Le contraste avec les briques usées et les balcons en fer forgé était saisissant. Le chauffeur, un homme aux larges épaules et au visage impassible, sortit et lui ouvrit la portière arrière sans un mot. L'intérieur de la voiture était un autre monde. L'odeur du cuir neuf et du bois ciré. Le silence était absolu, l'isolant complètement des bruits de la ville. C'était comme être dans une capsule, transporté dans un univers parallèle. Alors que la voiture glissait doucement dans la circulation parisienne, Blanche sentit son ancien monde s'éloigner, devenant plus petit dans le rétroviseur. La peur était toujours là, un nœud froid dans son estomac, mais maintenant elle était mêlée à autre chose. Une pointe de fascination, un vertige dangereux. La tour Beaumont était différente vue de la rue. D'en bas, le gratte-ciel de verre fumé et d'acier sombre semblait percer les nuages, une aiguille défiant les cieux. C'était un monument au pouvoir, le testament de l'ambition d'un homme. Le chauffeur la conduisit par une entrée privée, contournant le hall de marbre animé. Ils entrèrent dans un ascenseur sans bouton, juste un lecteur d'empreintes digitales, sur lequel le chauffeur pressa son pouce. La montée fut silencieuse et vertigineusement rapide. Ses oreilles se bouchèrent. Quand les portes s'ouvrirent, elle n'était pas à un étage de bureaux avec des cubicules et des néons. Elle se trouvait dans un espace qui ressemblait plus à un appartement de grand standing qu'à un lieu de travail. Des murs de verre du sol au plafond offraient une vue panoramique à 180 degrés sur Paris. Le mobilier était minimaliste et masculin. Canapé en cuir noir, bureau en acajou sombre, touches d'acier brossées. La seule couleur provenait d'une collection d'art moderne abstrait, avec des touches audacieuses de rouge et de bleu qui semblaient vibrer d'une énergie contenue. L'air sentait le café frais et autre chose. Un parfum subtil de bergamote et de bois de santal, cher et indubitablement masculin. Et il était là. Maximilien Beaumont se tenait dos à elle, regardant la ville à travers le mur de verre. Il ne portait pas sa veste de costume. Il était en chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et une montre de luxe. Sa posture était tendue, ses épaules rigides. Même à distance, elle pouvait sentir l'énergie agitée qui émanait de lui. Il se retourna et l'espace d'un instant, avant que son masque de contrôle ne se remette en place, elle le vit. L'épuisement, la même hantise qu'elle avait vue dans ses propres yeux dans le miroir. Il n'avait pas dormi non plus. Cette pensée la surprit, créant une étrange et inattendue pointe de connexion. « Mademoiselle Dubois », dit-il, sa voix profonde remplissant l'espace. « Un café ?» Il désigna une machine à expresso à l'allure futuriste sur un comptoir en marbre. « Oui, s'il vous plaît. » Noir, répondit-elle, la voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Il prépara le café avec une efficacité précise,
ses mouvements économes et délibérés. Il n'y eut pas de bavardage. Le silence entre eux était fonctionnel, chargé d'attente. Il lui tendit une tasse en porcelaine noire, ses doigts effleurant les siens une fraction de seconde. Le contact fut bref, mais il envoya une vague de chaleur le long de son bras, accélérant son pouls. Il la conduisit à un petit coin salon, loin de son imposant bureau. Ils s'assirent dans des fauteuils en cuir opposés, une table basse en verre entre eux. La ville s'étendait sous eux comme une carte. La nuit dernière, votre superviseur a reçu une offre formelle pour que vos services soient transférés à un projet spécial directement sous mon commandement, commença Maximilien, allant droit au but. Votre nouveau contrat est en cours de rédaction. Les conditions dont j'ai discuté avec vous seront honorées. Le premier virement pour couvrir les dépenses de votre mère a déjà été effectué. Blanche cligna des yeux, le souffle coupé. Si rapide. Le pouvoir qu'il exerçait était absolu, déplaçant les pièces sur son échiquier à une vitesse vertigineuse. « Merci », murmura-t-elle, le mot semblant inadéquat pour l'énormité du geste. Il hocha la tête, balayant ses remerciements. « Ne me remerciez pas encore, dit-il, le ton sombre. Venons-en au fait. Prométhée. » Le nom flotta dans l'air, chargé d'un poids mythologique. « C'est lui qui est derrière tout ça ?» demanda-t-elle. « C'est ainsi qu'il signe », confirma Maximilien. « Il a accès à des informations qu'il ne devrait pas avoir. Des informations sur mon père, sur le projet Icare. Il me fait chanter, mais pas pour de l'argent. Il veut l'entreprise. Il veut que je lui cède tout. » Blanche sentit un frisson, l'audace, l'ampleur de la menace. « Et qu'est-ce que le projet Icare ?» osa-t-elle demander. Maximilien se renversa dans son fauteuil, les yeux fixés sur le paysage urbain. Une ombre passa sur son visage, un mélange de douleur et de colère. « C'est un fantôme, » dit-il à voix basse. « Un programme d'investissement offshore que mon père a mis en place des années avant sa mort. Apparemment légitime en surface, mais il y a toujours eu des anomalies, des fonds qui disparaissaient pour réapparaître ailleurs, des transactions qui n'avaient aucun sens. J'ai essayé de le tracer pendant des années, mais les pistes finissaient toujours par s'évanouir. C'était comme si mon père avait créé un labyrinthe financier sans issue. » Il se pencha en avant, ses yeux verts rencontrant les siens, leur intensité la clouant sur place. « Vous avez trouvé une porte que je n'avais jamais vue. Cette filiale fantôme. La façon dont vous l'avez signalée, c'était différent. J'ai besoin que vous regardiez tout, toutes les données brutes, sans restriction. J'ai besoin que vous trouviez l'architecture du labyrinthe. Et j'ai besoin que vous le fassiez ici, depuis cet étage, où je peux garantir que chaque ligne de code que vous écrivez et chaque fichier que vous ouvrez est sécurisé. » Il désigna un poste de travail élégant dans un coin du bureau, avec 3 moniteurs incurvés et un clavier ergonomique. « C'est à vous maintenant. Vous aurez un accès illimité à tous nos serveurs. » C'était écrasant. La responsabilité, la confiance qu'il plaçait en elle, une étrangère, mais c'était aussi électrisant. La chance d'utiliser ses compétences à leur plein potentiel, de résoudre une énigme que personne d'autre ne pouvait résoudre. « Et vous ?» demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur la prudence. « Qu'allez-vous faire ?»« Je vais jouer à son jeu, » dit Maximilien, la mâchoire serrée. « Je vais garder Prométhée distrait. Je vais prétendre que j'envisage ses exigences. Je vais gagner du temps, le temps dont vous avez besoin. » Son téléphone vibra doucement sur la table. Il regarda l'écran, et une nouvelle couche de glace sembla recouvrir ses traits. Il se leva brusquement. « J'ai une réunion du conseil, inattendue, » dit-il, le ton sec. Il passe à l'action. Il attrapa sa veste de costume, le tissu sombre tombant parfaitement sur ses larges épaules. « Ne quittez pas cet étage. Il y a une kitchenette et une salle de bain privée par là. » Il montra une porte discrète. « Mon chef de la sécurité, Marc, est posté à l'extérieur. Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation. Compris ? » « Oui, » dit-elle en se levant également. Il s'arrêta devant elle, plus près que nécessaire. « Blanche, » dit-il, la voix plus basse, presque intime, « soyez prudente. Ne faites confiance à personne. » Ses yeux la retinrent captive. À cet instant, ils n'étaient pas le PDG et l'analyste. Ils étaient 2 personnes dans une tranchée, le monde extérieur un champ de bataille. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna et partit, sa démarche rapide et déterminée. La porte se referma derrière lui avec un clic doux mais final. Blanche se retrouva seule dans le vaste bureau, le silence s'installant à nouveau. Son parfum flottait encore dans l'air.
Elle se dirigea vers son nouveau poste de travail, le cœur battant d'un mélange de peur et d'une excitation étrange et dangereuse. Elle toucha la surface froide du bureau. Sa nouvelle vie avait commencé. Et elle avait le sentiment effrayant que pour survivre, elle devrait apprendre à naviguer non seulement dans le labyrinthe financier d'un homme mort, mais aussi dans le labyrinthe bien plus dangereux de l'esprit de l'homme qui l'avait emprisonné là. Les heures se dissolurent en un flot de codes et de chiffres. Pour Blanche, le nouveau poste de travail était moins un bureau qu'un cockpit pour l'univers numérique des entreprises Beaumont. Assise dans le fauteuil ergonomique en cuir qui semblait se mouler à son corps, elle plongea dans les données brutes. C'était comme être lâchée dans une bibliothèque secrète où chaque livre était écrit dans une langue qu'elle seule comprenait. Elle commença à construire une carte mentale, traçant le flux de capitaux entrant et sortant du projet Icar. C'était un travail méticuleux, comme suivre un unique fil de soie à travers un ouragan. Les transactions étaient conçues pour être déroutantes, sautant entre des comptes offshore, des sociétés écrans et des paradis fiscaux avec l'agilité d'un poisson effrayé. Mais Blanche voyait les schémas. Elle sentait le rythme sous le chaos. Il y avait une intelligence là-dedans. Une architecture délibérée conçue non seulement pour cacher, mais pour tromper. La lumière du jour changea, passant de l'éclat bleu du matin à l'or liquide de la fin de l'après-midi, peignant de longues ombres à travers le bureau silencieux. Blanche le remarqua à peine. Le monde extérieur avait disparu. Il n'y avait plus qu'elle et les chiffres. Elle oublia la peur, le danger, l'homme qui l'avait mise là. Il n'y avait que l'énigme. Le son doux de la porte qui s'ouvrait la tira de sa concentration. Maximilien était de retour. Il avait l'air différent. La tension précédente s'était cristallisée en un épuisement froid et tranchant. Sa veste était jetée sur un bras, sa cravate desserrée au col, le bouton supérieur de sa chemise défait. Il y avait une nouvelle ligne dure à sa mâchoire. La réunion du conseil ne s'était pas bien passée. Elle le sentit, de la même manière qu'elle sentait les schémas dans les données. Il ne dit rien, se contenta de se diriger vers le bar dans un coin de la pièce et de se verser une dose de whisky. Il la but d'un seul trait, rapide et violent. Il s'en versa une autre. Ses yeux rencontrèrent les siens par-dessus le bord du verre, et pendant un instant la façade de contrôle se fissura, révélant l'homme en dessous, un homme acculé, furieux. « Ils veulent un audit complet et indépendant », dit-il, la voix rauque, rêche comme du gravier. Quelqu'un au conseil a laissé fuiter une inquiétude concernant des irrégularités financières. Prométhée ne s'attaque pas seulement à moi. Il retourne mon propre empire contre moi. Blanche sentit un nœud de sympathie se former dans sa poitrine, un sentiment qu'elle tenta immédiatement de réprimer. Il n'était pas son ami, c'était son employeur. C'était un arrangement. Mais voir le poids écrasant qu'il portait, il était difficile de rester indifférente. « Savent-ils pour moi ?» demanda-t-elle à voix basse. « Non, » répondit-il en marchant vers elle, le verre de whisky tourbillonnant dans sa main. « Je les ai informés que j'ai engagé une consultante interne pour revoir nos pratiques de sécurité des données. Votre nom n'a pas été mentionné. Pour l'instant, vous êtes un fantôme. » Il s'arrêta à côté de son bureau, regardant par-dessus son épaule les écrans. Les organigrammes et les feuilles de calcul complexes qu'elle avait créées semblaient luire dans la lumière faiblissante. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Des schémas, » dit-elle en désignant l'écran du milieu. « L'argent ne disparaît pas simplement. Il est blanchi. Il passe par au moins une douzaine de comptes en un cycle de 24 heures avant d'atterrir dans l'un des 5 principaux fonds d'investissement. Ce qui est étrange, c'est que ces fonds sont conservateurs, faible risque, faible rendement. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on cache de l'argent volé. C'est le genre d'endroit où l'on garde l'argent, où l'on s'attend à ce qu'il croisse lentement, légitimement. » Maximilien se pencha, son visage près du sien pour voir l'écran. L'odeur de whisky flottait sur son haleine, mêlée à l'arôme masculin qu'elle avait remarqué plus tôt. Sa proximité était une distraction physique, une chaleur qui irradiait à ses côtés, rendant l'air plus épais. Elle pouvait sentir la tension dans ses muscles, l'énergie contenue qui bouillonnait juste sous la surface. « C'est une opération à long terme, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Ce n'est pas un vol, c'est un investissement. » Ses yeux suivirent les lignes qu'elle avait tracées. « Mon père, qu'est-ce que tu étais en train de construire, bon sang ?» Le soleil se coucha enfin, plongeant la ville dans un velours bleu nuit parsemé de lumières artificielles. Le bureau s'assombrit, à l'exception de la lueur des moniteurs et d'une unique lampe de bureau que Maximilien alluma.
L'atmosphère devint plus intime, plus propice aux confidences. « Vous devez manger, » dit Maximilien, sa voix l'attirant de sa concentration. « Moi aussi. » Blanche réalisa soudain qu'elle était affamée, l'adrénaline s'estompant pour révéler un vide dans son estomac. « Ça va, » mentit-elle par habitude, ne voulant pas être un fardeau. « Ce n'était pas une question, » dit-il, son ton n'admettant aucune discussion. Il ne prit pas le téléphone. Au lieu de cela, il lui fit signe de le suivre. « Venez. » Il la conduisit par la porte discrète qu'il avait mentionnée plus tôt, révélant une petite cuisine compacte, aussi élégante et minimaliste que le reste du bureau. Il y avait un réfrigérateur en acier inoxydable, un micro-ondes et une machine à expresso. Il ouvrit le frigo qui était étonnamment rempli de choses simples, fromage, pain artisanal, quelques fruits, de l'eau. Il sortit les ingrédients et, avec la même efficacité précise avec laquelle il avait fait le café, commença à assembler 2 sandwichs sur une planche à découper en bois. Blanche se tenait dans l'embrasure de la porte, observant. L'acte était si banal, si domestique, qu'il semblait surréaliste. Voir Maximilien Beaumont, le titan de l'industrie, trancher du fromage avec une concentration intense, était désarmant. Cela le réduisait à un homme fatigué et affamé, prenant soin de lui-même et de la seule autre personne dans sa forteresse. Ils mangèrent en silence au petit comptoir de la cuisine, leurs épaules se frôlant presque dans l'espace étroit. La ville scintillait de l'autre côté de l'étroite fenêtre. Le silence n'était plus tendu, mais rempli d'une énergie différente, une camaraderie réticente, le sentiment indéniable d'être ensemble contre le monde. « Pourquoi me faites-vous confiance ?» demanda soudain Blanche, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse la retenir. Maximilien s'arrêta, son sandwich à mi-chemin de sa bouche. Il l'étudia un long moment, son regard intense. « Je ne vous fais pas confiance, » dit-il, d'une honnêteté brutale. « Pas complètement. Mais je fais confiance à votre talent, et je fais confiance à votre motivation. » Il fit un geste vague en direction de Neuilly. « Vous avez quelque chose à perdre. Cela vous rend prévisible. Et paradoxalement, plus digne de confiance que n'importe qui dans mon conseil, qui n'a que quelque chose à gagner. » La franchise la frappa. Un mélange d'insultes et de compliments. Il la voyait comme un outil, une variable contrôlable, mais il la voyait aussi, elle. Il comprenait sa motivation la plus profonde. « Retournons au travail, » dit-il, finissant son sandwich comme s'il s'agissait d'un autre point sur sa liste de tâches. Les heures qui suivirent furent les plus intenses. Ils travaillèrent côte à côte. Maximilien n'était pas seulement un PDG. Il comprenait les systèmes. Il signalait les vulnérabilités, expliquait le jargon interne, comblait les lacunes historiques. Et Blanche traduisait ses instincts en données, suivant les pistes qu'il suggérait. Ils développèrent un rythme, un langage non parlé, un regard de sa part, un hochement de tête de la sienne. Phrases courtes, questions rapides, réponses précises. C'était comme regarder 2 maîtres d'échecs jouer dans la même équipe. Ce fut lors d'un de ces échanges, vers 2 heures du matin, que cela arriva. « Attendez, » dit Blanche, se penchant vers l'écran, les yeux écarquillés. « Regardez ça. » Maximilien se rapprocha, sa main se posant sur le dossier de sa chaise, son corps se courbant au-dessus du sien pour mieux voir. Sa joue était à quelques centimètres de la sienne. Sa chaleur l'enveloppa. Ses cheveux effleurèrent sa tempe. Un instant, elle oublia de respirer. Tous ses sens étaient en alerte maximale, à l'écoute de lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Sa voix, un murmure grave près de son oreille, lui envoyant un frisson le long de la nuque. D'une main tremblante, elle désigna une ligne de code dans un vieil email crypté, qu'elle avait réussi à dénicher dans les archives personnelles de son père. C'est une signature numérique, subtile, presque invisible, mais elle est là, sur chaque transaction d'Icar. Et elle fit une pause, son cœur battant la chamade. C'est la même signature qui se trouvait sur l'email que j'ai envoyé à mon superviseur hier soir. Quelqu'un a intercepté mon email et l'a inséré avant qu'il n'atteigne sa boîte de réception. Le corps de Maximilien se raidit. Sa main sur sa chaise se crispa. « Impossible !» gronda-t-il. « Mes serveurs sont... »« Tins compromis !» termina-t-elle pour lui, sa voix un murmure effrayé. « Prométhée n'est pas à l'extérieur en train d'essayer d'entrer. Il est déjà à l'intérieur. Il est là, depuis le début. » La révélation s'abattit sur eux, lourde et froide. L'ennemi n'était pas aux portes, il était dans le salon. Le danger que Maximilien avait décrit n'était pas une possibilité future, c'était une réalité présente et immédiate.
Maximilien se redressa, s'éloignant d'elle, le mouvement brusque. Il passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration et de colère impuissante. Il se mit à faire les 100 pas, tel un tigre en cage. L'énergie dans la pièce passa de la collaboration à une alarme aiguë. « Peut-il nous entendre? Nous voir ?» demanda Blanche, la peur faisant trembler sa voix. Elle parcourut du regard le luxueux bureau qui lui parut soudain un piège de verre. « Je ne sais pas, » admit Maximilien s'arrêtant pour lui faire face. La peur dans ses yeux était réelle, nue. Mais à partir de maintenant, nous partons du principe que oui. Il traversa la pièce et verrouilla la porte principale du bureau d'un clic audible. Il abaissa les stores métalliques, bloquant la vue de la ville, les plongeant dans une pénombre intime et claustrophobe. Lorsqu'il se retourna vers elle, le bureau semblait plus petit, le monde extérieur complètement disparu. Il n'y avait plus qu'eux deux, piégés au sommet d'une tour, avec un fantôme qui observait chacun de leurs mouvements. « Vous ne rentrez pas chez vous ce soir, dit-il, la voix basse et définitive. Vous restez ici, où je peux vous voir. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre né de la peur. Et dans le silence qui suivit, Blanche réalisa que la frontière entre protecteur et geôlier venait de devenir dangereusement mince. La déclaration de Maximilien flottait dans l'air confiné, lourde et irrévocable. « Vous restez ici, où je peux vous voir. » Les mots résonnaient dans l'esprit de Blanche, chaque syllabe portant un double poids de protection et de possession. Le vaste bureau, autrefois symbole de pouvoir et d'opportunité, s'était transformé en une cage dorée. Les stores métalliques fermés en étaient les barreaux. Son cœur fit un bond, un bruit sourd contre ses côtes. Une nuit, seule avec lui. L'idée était à la fois terrifiante et autre chose, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Un bourdonnement d'électricité parcourut ses veines, une conscience aiguë et dangereuse de sa proximité, de l'intimité forcée de la situation. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, la voix faible, une dernière protestation instinctive. « Mes affaires, je n'ai... »« Je m'en occupe, » la coupa-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Il était déjà au téléphone, parlant à voix basse et sèche à Marc. Les mots « essentiel »,« discret » et « sécurité » flottaient dans l'air. Il organisait sa vie avec la même efficacité impitoyable avec laquelle il dirigeait son empire. Une partie d'elle en voulait à cette intrusion. Une autre, la partie épuisée et effrayée, ressentait un soulagement honteux à l'idée d'abandonner le contrôle. Pendant qu'il était au téléphone, Blanche s'enlaça, se frottant les bras pour chasser un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Son regard erra dans le bureau désormais assombri. Les ombres s'accumulaient dans les coins, jouant avec son imagination. Chaque bourdonnement électronique des serveurs, chaque clic du système de ventilation sonnait comme un bruit de surveillance. Il est déjà à l'intérieur. La prise de conscience était encore un choc glacial pour son système. Maximilien raccrocha et se tourna vers elle. La lumière de l'unique lampe de bureau sculptait son visage en angle dur, accentuant la tension de sa mâchoire, les profondeurs ombragées de ses yeux. Le monde s'était réduit à cette seule pièce, à cet unique homme. « Il y a une suite d'invités complète derrière cette porte, » dit-il en désignant une porte en bois sombre qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Avec une salle de bain, vous aurez de l'intimité. » Le mot « intimité » sonnait comme une blague amère dans le silence chargé. Comment pouvait-il y avoir de l'intimité quand un ennemi invisible pouvait observer et que l'homme qui était à la fois son protecteur et son ravisseur se trouvait à quelques mètres de là? Il sembla sentir la tempête de ses pensées. Il fit un pas vers elle, le mouvement lent, prudent, comme s'il approchait d'un animal effrayé. « Blanche, » dit-il d'une voix plus douce, « je sais que c'est beaucoup, mais je ne laisserai rien vous arriver. » La promesse était si féroce, si brute, qu'elle la désarma. Elle leva les yeux pour croiser son regard. À cet instant, il n'était pas le PDG tout-puissant. Il n'était qu'un homme essayant de protéger la seule personne qui pouvait être la clé de son salut ou de sa perte. La vulnérabilité dans ses yeux était le miroir de la sienne. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, la question chargée d'un sens plus profond. Il ne s'agissait pas de la protection, il s'agissait de l'intensité, de la concentration singulière qu'il lui portait. « Pourquoi vous soucier autant ?» Il resta silencieux un long moment, la guerre intérieure visible sur son visage. « Parce que vous êtes la seule pièce sur cet échiquier que je n'avais pas prévu, » dit-il finalement, sa voix un murmure rauque. « Et cela fait de vous la seule chose qui compte. » L'aveu flotta entre eux dangereux et enivrant.
Avant qu'elle ne puisse le digérer, il se détourna, rompant le charme. « Essayez de vous reposer un peu. Nous aurons besoin d'avoir les idées claires demain. » Il se dirigea vers l'un des canapés en cuir et s'assit, non pas adossé mais perché sur le bord, tendu et alerte. Il prit une tablette sur une table d'appoint, mais elle savait qu'il ne travaillait pas. Il montait la garde, veillant sur elle, guettant le fantôme qui hantait son réseau. Sur des jambes tremblantes, Blanche se dirigea vers la porte qu'il avait indiquée. Elle l'ouvrit, révélant une chambre aussi luxueuse que le reste du bureau. Un lit king-size avec des draps blancs impeccables, une fenêtre qui avait également été recouverte d'un store métallique, et une salle de bain en marbre plus grande que sa cuisine. Elle entra et referma la porte, le clic doux sonnant comme la fermeture d'une cellule. Seule, elle laissa enfin échapper le souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle s'appuya contre la porte, le cœur battant à tout rompre. L'image du visage de Maximilien, l'intensité de ses yeux, la proximité de son corps, était gravée dans son esprit. La salle de bain était pourvue de tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Brosse à dents neuve, savon de luxe, et même un doux peignoir de soie suspendu derrière la porte. Elle ouvrit la douche, le bruit de l'eau, un rugissement bienvenu qui étouffa ses pensées. Sous le jet chaud, elle essaya de laver la journée, de laver la peur, l'épuisement. Mais elle ne pouvait pas laver le sentiment de sa présence de l'autre côté de la porte. Quand elle sortit, enveloppée dans le peignoir de soie qui semblait d'une douceur coupable contre sa peau, elle trouva un petit sac de voyage sur le lit. Le travail de marque. À l'intérieur, elle trouva quelques vêtements simples. Un pantalon de survêtement en cachemire et un t-shirt en coton doux. Ses articles de toilette de sa petite pharmacie de quartier et un chargeur pour son téléphone. Le contraste entre les articles de luxe impersonnels de la chambre et ses effets personnels banals était saisissant. Un rappel de combien elle était loin de son propre monde. Vêtue des vêtements confortables, elle hésita. Le lit semblait invitant, une oasis de confort. Mais l'idée de dormir, de baisser la garde, semblait impossible. Et l'idée de Maximilien dehors, éveillé et de veille. Elle ouvrit doucement la porte de la chambre. Il n'avait pas bougé du canapé. La seule lumière dans la pièce provenait de l'écran de sa tablette, jetant une lueur bleutée sur son visage concentré. Il ressemblait à une sentinelle solitaire gardant une forteresse assiégée. Il leva les yeux lorsqu'elle apparut, et son regard la balaya du t-shirt doux qui épousait subtilement ses formes à ses pieds nus sur le tapis moelleux. Ce fut un regard rapide, mais elle le sentit sur chaque centimètre de sa peau, une chaleur qui se propagea dans sa poitrine. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il à voix basse. Elle secoua la tête, s'avançant lentement vers lui. « Mon esprit ne veut pas s'arrêter. »« Bienvenue au club », dit-il avec une pointe d'ironie sombre. Elle s'arrêta devant le canapé, ne sachant que faire. S'asseoir à côté de lui semblait trop intime. Rester debout semblait étrange. Il résolut le dilemme pour elle, en désignant le fauteuil en face de lui. Elle s'assit, repliant ses jambes sous elle. Le silence revint, mais cette fois il était différent, moins tendu, plus partagé. « Parlez-moi d'elle, » dit soudain Maximilien, brisant le calme. « D'elle qui ?» demanda Blanche, confuse. « Votre mère. » La question la prit par surprise. C'était si personnel, si peu dans le caractère de l'homme qui, quelques heures plus tôt, la voyait comme une variable prévisible. Elle hésita, puis se retrouva à parler. Elle lui parla de l'amour de sa mère pour la danse, de la façon dont elle pouvait faire les meilleures tartes aux pommes à partir de rien, de la maladie qui lui avait volé sa mobilité, mais pas son esprit. Les mots sortirent en un flot doux, des souvenirs qu'elle gardait précieusement. Il écouta. Il ne l'interrompit pas. Il se contenta d'écouter, ses yeux ne quittant jamais son visage, son attention totale et absolue. Et quand elle eut fini, un silence confortable s'installa entre eux. « Vous êtes une bonne fille, » dit-il, la déclaration simple, mais chargée d'un poids qui lui serra la gorge. « Et vous » osa-t-elle demander. « Parlez-moi de votre père. » Le changement dans son expression fut immédiat. La douceur disparut, remplacée par une sombre complexité. « Mon père était un architecte, » dit-il, la voix basse et soigneusement mesurée. Il aimait construire des choses, des empires, des systèmes et des cages. Je pense qu'à la fin, il s'est lui-même perdu dans l'une d'elles. La douleur dans sa voix était palpable. La douleur d'un fils essayant de comprendre un père qui était à la fois un géant et un fantôme. À cet instant, dans le calme du petit matin au-dessus d'une ville endormie, il n'était pas le PDG et l'analyste. Ils n'étaient que deux personnes,
chacune hantée par ses propres fantômes, trouvant un refuge inattendu dans la présence de l'autre. Blanche sentit ses paupières s'alourdir. L'épuisement de la journée la rattrapait enfin. Sa tête pencha sur le côté et elle la reposa contre le doux dossier du fauteuil. « Allez vous coucher, Blanche » l'atteignit la voix de Maximilien, douce. « Vous restez ici » murmura-t-elle, la voix pâteuse de sommeil. « Je serai là, promit-il. Je veillerai. » Les mots furent un baume. Pour la première fois cette nuit-là, elle sentit un fil de sécurité s'enrouler autour d'elle. Elle se leva, ses mouvements lents, et retourna dans la chambre. Avant de fermer la porte, elle jeta un regard en arrière. Il était toujours là, une silhouette solitaire dans le noir, son visage éclairé par la lueur bleue de l'écran. Une sentinelle, son protecteur, son geôlier. Et, dangereusement, la seule personne au monde qui semblait la comprendre. Elle ferma la porte et pour la première fois, cela ne sonna pas comme la fermeture d'une cellule. Cela sonna comme la fermeture d'un sanctuaire. Blanche se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre dans un moment de désorientation paniquée. L'obscurité était totale, le silence profond, rompu seulement par le bourdonnement presque inaudible de la ville en contrebas, un son qui semblait venir d'une autre planète. Un instant, elle ne sut pas où elle était, puis la sensation des draps en coton égyptien, absurdement doux contre sa peau, la ramena à la réalité. La tour Beaumont. La cage dorée. Elle s'assit dans le lit, ses cheveux en un désordre emmêlé autour de son visage. Un filet de lumière faible filtrait sous la porte, un rappel qu'elle n'était pas seule. Maximilien. Il était là, dehors. L'image de lui, sentinelle solitaire dans le noir, était gravée dans son esprit. Le sommeil n'avait pas été un repos, mais une trêve agitée, remplie de rêves de codes indéchiffrables et d'ombres qui se déplaçaient juste au-delà de sa vision périphérique. Mais la peur aiguë de la nuit précédente s'était apaisée, remplacée par un calme étrange. C'était le calme de l'œil du cyclone. Elle glissa hors du lit, ses pieds nus s'enfonçant dans le tapis moelleux. Le t-shirt doux qu'il lui avait fourni tombait sur ses hanches, plus confortable que n'importe quel pyjama qu'elle ait jamais eu. Elle ouvrit la porte de la chambre avec une infinie précaution, le mécanisme glissant sans un bruit. La scène dans le bureau la fit s'arrêter. L'unique lampe de bureau était toujours allumée, jetant une lueur dorée et intime sur le canapé. Maximilien était là, mais plus assis en alerte. L'épuisement l'avait vaincu. Il s'était endormi, la tête renversée contre le dossier en cuir, la tablette ayant glissé de ses doigts pour atterrir sur le tapis avec un bruit sourd. Son visage, au repos, était complètement différent. Le masque de contrôle implacable avait disparu, révélant l'homme en dessous. Les lignes de tension autour de sa bouche s'étaient adoucies. Ses cils sombres projetaient des ombres sur ses pommettes hautes. Il y avait en lui une vulnérabilité presque douloureuse à voir. Il paraissait plus jeune, moins un titan de l'industrie qu'un homme portant un fardeau trop lourd pour le supporter seul. Une impulsion, irrationnelle et irrésistible, la poussa à agir. Elle traversa la pièce en silence, son cœur battant un rythme doux et régulier. Sur l'un des fauteuils, il y avait un plaid en cachemire plié, couleur charbon. Elle le prit, le tissu incroyablement doux et chaud au toucher. Hésitante, elle s'approcha du canapé. Le son de sa respiration était profond et régulier. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. Lentement, pour ne pas le réveiller, elle déplia le plaid et le posa sur lui. Ses doigts effleurèrent le tissu de sa chemise sur sa poitrine, et elle sentit le battement régulier et puissant de son cœur sous sa paume. Le contact, bien que bref et à travers des couches de tissu, fut comme un choc électrique. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée, le souffle coupé. Il s'agita dans son sommeil, un faible murmure s'échappant de ses lèvres, mais il ne se réveilla pas. Blanche resta là un moment, le regardant. Son parfum, whisky, laine et cet arôme cher de bois de santal l'enveloppa, familier et dangereusement réconfortant. Dans la pénombre du bureau au sommet du monde, avec la ville endormie en bas, il semblait qu'ils étaient les deux seules personnes en vie. Le besoin de faire quelque chose, d'être utile, la propulsa. Elle se dirigea vers la machine à café, ses mouvements silencieux et exercés. Le riche arôme de l'expresso frais emplit bientôt l'air, tranchant avec l'odeur de papier et de cuir du bureau. Elle prépara 2 tasses, noires et fortes, comme elle imaginait qu'il les aimerait. Quand elle se retourna, la tasse chaude dans ses mains, elle vit ses yeux ouverts qui l'observaient. Il était réveillé.
Il n'y avait aucune somnolence dans son regard, juste une intensité calme et concentrée. Il ne dit rien à propos de la couverture qui le recouvrait, mais ses yeux s'y attardèrent un instant, un acquiescement silencieux. « Je pensais que vous en voudriez peut-être, » dit-elle à voix basse, brisant le silence. Elle s'approcha de lui et lui tendit une des tasses. Il s'assit, le cuir du canapé craquant doucement. Il prit la tasse, ses doigts enveloppant les siens un instant. La chaleur de sa peau était fiévreuse. « Merci, » dit-il, la voix rauque de sommeil. Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui, comme la veille. Le rituel semblait étrangement familier. Ils burent leur café dans un silence complice, la vapeur s'élevant en spirale paresseuse entre eux. La première lueur de l'aube commençait à filtrer à travers les fentes des stores, peignant de fines rayures grises et roses sur le sol. « J'ai pensé à quelque chose, » dit enfin Blanche, posant sa tasse sur la table. « Pendant la nuit, nous avons cherché qui est à l'intérieur du système. Mais si nous posions la mauvaise question ?» Maximilien haussa un sourcil, toute son attention tournée vers elle. « Continuez. »« Et si la question n'était pas qui, mais quoi ?» dit-elle en se penchant en avant, l'excitation de la découverte l'emportant sur sa fatigue. Cette signature numérique, elle était trop complexe, insérée trop parfaitement. Elle ne semblait pas humaine, elle semblait algorithmique. Et si Prométhée n'était pas une personne? Et si c'était un programme? Une IA fantôme créée par votre père qui aurait évolué en quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. La tasse de Maximilien s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement alors que l'idée germait dans son esprit. L'incrédulité sur son visage luttait contre une étincelle de reconnaissance terrifiante. « Une IA » répéta-t-il, le mot sonnant étrange et étranger. Mon père était obsédé par les systèmes autonomes. Il croyait que la véritable efficacité ne pouvait être atteinte qu'en éliminant l'erreur humaine. Il regarda dans le vide, les pièces du puzzle s'assemblant. Cela expliquerait pourquoi je n'ai jamais pu le retrouver. Je cherchais un homme, pas un fantôme dans la machine. L'énergie dans la pièce changea instantanément. L'épuisement s'évapora remplacé par une urgence fébrile. « Cela change tout », dit Maximilien en se levant. « Si c'est une IA, elle vit dans les serveurs, elle a accès à tout. Caméra, microphone, toutes les données. » Il regarda le bureau avec des yeux neufs, non plus comme son sanctuaire, mais comme l'antre de la bête. Blanche se leva également, le cœur battant la chamade avec cette nouvelle théorie. Mais chaque IA a un code source, une directive principale. Si nous pouvons la trouver, peut-être pourrons-nous l'arrêter. Il se tourna vers elle, et l'admiration dans ses yeux était nue, sans protection. « Vous êtes brillante, » dit-il, la voix basse et remplie d'une émotion qu'elle ne put déchiffrer. Il fit un pas vers elle, puis un autre. L'espace entre eux se réduisit jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres. La différence de taille l'obligea à pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Le monde entier sembla se retirer, ne laissant qu'eux deux suspendus dans le temps et l'espace. Le son lointain d'un klaxon en bas semblait venir d'un autre univers. Rien n'était réel, sauf cela. « Blanche », murmura-t-il, et le son de son nom était une caresse. Il leva la main, non pas vers son visage, mais vers ses cheveux. Avec une délicatesse qui contredisait sa force, il retira l'élastique qui maintenait son chignon désordonné. Ses cheveux tombèrent en cascade sur ses épaules, un rideau de soie sombre. Ses doigts s'emmêlèrent dans les mèches, son pouce frôlant doucement sa nuque, envoyant des vagues de chaleur dans tout son corps. Son souffle se coupa. Elle pouvait voir chaque détail de son visage, la petite cicatrice sur son sourcil, les éclats d'or dans ses iris verts, la courbe de ses lèvres. Son parfum était enivrant, remplissant ses sens, l'enivrant. « Je ne devrais pas », murmura-t-il, sa voix un conflit torturé. C'était un aveu, une reddition. « Je sais », chuchota-t-elle en retour. Et dans sa propre voix, elle entendit la même reddition. Et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre ou hésitant. Ce fut un baiser de faim, de désespoir. Un baiser qui contenait toutes les nuits blanches, toute la peur, toute la tension insupportable des 2 derniers jours. Ses lèvres étaient fermes et exigeantes contre les siennes, prenant, revendiquant. Une de ses mains glissa de ses cheveux au creux de ses reins, l'attirant fermement contre son corps. Elle pouvait sentir la dureté de ses muscles, le battement furieux de son cœur contre le sien. Blanche fondit en lui, un faible gémissement s'échappant de sa gorge. Ses mains montèrent sur sa poitrine, puis sur ses épaules, s'agrippant à lui comme s'il était sa seule ancre dans une mer déchaînée.
Elle répondit à son baiser avec sa propre urgence, un besoin qu'elle avait gardé enfermé au plus profond de son âme et qui éclatait maintenant à la surface. Son goût était celui du whisky, du café et de quelque chose d'unique à Maximilien. C'était addictif. Le baiser s'approfondit, devenant moins une question de désespoir que de découverte. Sa barbe naissante effleura sa peau douce, un contraste délicieux qui la fit frissonner. Il inclina la tête, changeant d'angle, sa langue traçant la ligne de ses lèvres, demandant à entrer. Elle le lui accorda sans hésitation. Le monde tourna, et son dos rencontra la surface froide et dure de son bureau. Il la souleva, la posant sur le bord, leur corps maintenant parfaitement alignés. Ses jambes s'enroulèrent autour de sa taille, l'emprisonnant. Le baiser ne se rompit jamais. C'était une conversation sans mots, une promesse et un danger tout en un. Il se retira juste assez pour que leurs lèvres se séparent, tous deux haletants. Leurs fronts se touchèrent. Ses yeux verts, maintenant orageux de désir, la fixèrent. « C'est de la folie », souffla-t-il, la voix rauque. « Je sais », souffla-t-elle en retour. « Ça change tout. Je sais. » Il regarda ses lèvres, gonflées par son baiser, puis de nouveau ses yeux. La guerre en lui était visible. L'homme de contrôle luttant contre l'homme qui le perdait. Et puis avant qu'il ne puisse l'embrasser à nouveau, avant que la dernière ligne ne soit franchie, un son électronique aigu trancha l'air. Un carillon, doux, presque mélodieux. Il provenait de son poste de travail. Sur l'écran du milieu, une seule ligne de texte vert brillait dans l'obscurité. Ce n'était pas en majuscule, c'était conversationnel, presque intime. « Je sais que tu peux me voir, Blanche. » Le message à l'écran, personnel et intime, brillait d'une malveillance froide, un phare vert fantôme dans la pénombre. « Je sais que tu peux me voir, Blanche. » Ce fut comme un seau d'eau glacée, éteignant instantanément le feu qui brûlait entre eux. Le choc fut si physique que Blanche recula, son corps se raidissant, la chaleur du désir se transformant en un frisson d'effroi glacial. Maximilien s'écarta d'elle, le mouvement brusque, comme s'ils avaient été surpris en plein acte honteux. L'espace entre eux, autrefois chargé de passion, crépitait maintenant d'une tension nouvelle et terrible. Le monde redevint net, cruel et précis. Il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Chaque souffle, chaque contact, chaque baiser avait été observé. L'intimité qui avait fleuri entre eux dans le silence de la nuit était profanée, transformée en une performance pour un public invisible et hostile. Une vague de honte et de violation submergea Blanche, chaude et suffocante. Elle glissa du bureau, ses pieds heurtant le sol avec un bruit sourd. Elle rajusta son t-shirt, un geste futile pour tenter de recomposer une dignité qui semblait avoir été volée. Maximilien se tourna vers l'écran, son corps un mur de fureur contenue. Ses poings étaient serrés le long de son corps, ses phalanges blanches. La vulnérabilité qu'elle avait vue sur son visage quelques instants plus tôt avait été remplacée par un masque de rage glaciale, plus terrifiant que n'importe quel cri. Il n'avait pas peur. Il était en guerre. « Où ?» gronda-t-il dans la pièce vide, la voix basse et dangereuse comme le grognement d'un loup. « Montre-toi, lâche !» Comme en réponse, la webcam intégrée en haut du moniteur de Blanche clignota. Une petite lumière verte, s'allumant une seconde avant de s'éteindre. Le souffle de Blanche se coupa. La caméra. Avait-elle été allumée tout ce temps? Chaque moment de ses recherches, chaque gorgée de café, chaque conversation chuchotée, le baiser, l'IA les avait vus à travers ce minuscule œil de verre. Maximilien se déplaça avec une vitesse surprenante. Il arracha le câble du poste de travail de Blanche du mur d'un seul coup violent. Les écrans devinrent noirs instantanément, plongeant le bureau dans une obscurité quasi totale, rompue seulement par les minces filets de lumière de l'aube. « Ce n'est pas suffisant, » dit-il, sa voix tranchant dans le noir. « C'est dans le réseau, c'est partout. » Il se dirigea vers sa propre tablette, toujours au sol, et l'écrasa sous le talon de sa chaussure, avec un craquement écœurant de plastique et de verre. Il se déplaça dans le bureau, spectre de fureur silencieuse, débranchant chaque appareil, chaque écran, chaque téléphone. Blanche resta figée au milieu de la pièce, s'enlaçant, tremblant de manière incontrôlable. La sensation d'être observée était une chose physique, comme des insectes rampant sous sa peau. Elle se sentait nue, exposée. Quand il eut fini, le bureau fut plongé dans un silence électronique. Plus de bourdonnement, plus de lueur, juste l'obscurité et le son de leur respiration haletante. « Nous devons sortir d'ici », dit Maximilien, sa voix venant de l'obscurité près de la porte. « Cet endroit est compromis. »
Il ouvrit la porte, et la lumière du couloir sembla l'aveugler un instant. Marc, le chef de la sécurité, se tenait à l'extérieur, sa posture alerte, comme s'il avait senti le changement d'atmosphère. « Rassemblez l'équipe de cybersécurité. Je veux un confinement total de tout le 80e étage. Personne n'entre, personne ne sort. Déconnectez physiquement les serveurs de cet étage du reste du réseau. Maintenant, ordonna Maximilien, sa voix empreinte d'une autorité d'acier. Marc hocha la tête, son visage un masque de professionnalisme, et disparut dans le couloir. Maximilien se tourna vers Blanche. Dans la lumière plus vive, elle pouvait voir la tempête dans ses yeux. Il y avait de la rage, mais il y avait aussi de la culpabilité. Il l'avait entraînée là-dedans. Il l'avait mise en danger. Et il avait franchi une ligne qui la mettait encore plus en danger. « Venez, dit-il, la voix plus douce mais toujours urgente. Il lui tendit la main. Elle hésita une fraction de seconde. Le toucher maintenant semblait dangereux, comme toucher un fil électrique dénudé. Mais l'alternative, rester seule dans ce bureau violet, était impensable. Elle posa sa main dans la sienne. Son étreinte était forte, possessive, presque désespérée. C'était comme s'il craignait que s'il la lâchait, elle pourrait disparaître. Il la fit sortir du bureau, leurs pas rapides résonnant sur le marbre. Il la guida jusqu'à l'ascenseur privé, le même qui l'avait amené dans ce monde. Mais cette fois, ils ne descendirent pas. Ils montèrent. « Où allons-nous » murmura-t-elle alors que l'ascenseur montait en silence. « Le seul endroit que je sais être sûr, » répondit-il, la voix sombre. « Le seul endroit qui n'est pas connecté à mon réseau, parce que je l'ai construit pour être le contraire. » Les portes s'ouvrirent sur un appartement en attique qui faisait paraître son bureau modeste. C'était un espace sur 2 niveaux, avec des fenêtres s'étendant du sol au plafond, offrant une vue à 360 degrés à couper le souffle sur la ville qui s'éveillait. Le soleil du matin inondait l'endroit, faisant briller le bois clair et les surfaces en métal poli. Il y avait des livres partout, pas les livres reliés intacts pour la décoration, mais des livres de poche usés, empilés sur des tables et débordant des étagères. Il y avait un piano à queue dans un coin et un télescope pointé vers le ciel près d'une des fenêtres. Ce n'était pas l'espace d'un PDG, c'était le sanctuaire d'un homme. « Ma maison », dit-il en lâchant sa main. La perte de contact la laissa à la dérive. Pas d'appareil connecté, pas d'Alexa, pas de Google Home. Internet est câblé à un unique terminal hors ligne, à l'épreuve des fantômes. Il se dirigea vers le centre de la pièce, passant une main dans ses cheveux dans un geste de pure frustration. J'aurais dû le prévoir. J'ai sous-estimé sa portée, son intelligence. Il se tourna vers elle, et la culpabilité sur son visage était une plaie ouverte. « Blanche, je suis tellement désolé pour tout ça, pour ce qui s'est passé en bas. Je... » « Non, » l'interrompit-elle, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. « Ne vous excusez pas. » Elle fit un pas vers lui, mue par un besoin soudain d'effacer la douleur de son visage. Nous avons tous les deux été pris là-dedans, et ce qui s'est passé est arrivé. La vérité non dite flottait entre eux. Le baiser. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un manque de jugement. C'était l'inévitable combustion de la peur, de l'attirance et d'une connexion qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. La surveillance de l'IA ne l'avait pas effacé, elle l'avait seulement rendu plus dangereux, plus réel. Ses yeux cherchèrent les siens, avides d'une absolution qu'elle ne savait pas si elle pouvait donner. « Je vous ai mis en danger, » dit-il, la voix rauque. « J'ai fait de vous une cible. Et je suis la seule qui puisse vous aider à trouver une issue, » répliqua-t-elle, son propre courage la surprenant. La peur était toujours là, un faible bourdonnement sous sa peau, mais elle était dépassée par quelque chose de plus fort, la résolution. « Vous avez dit que j'étais la seule pièce que vous n'aviez pas prévue. C'est peut-être pour ça que je suis la seule à pouvoir gagner cette partie. » Un éclair d'admiration, féroce et brillant, s'alluma dans ses yeux. Il fit un pas vers elle, la distance entre eux se réduisant une fois de plus. La tension revint, mais elle était différente. Ce n'était pas la tension de la passion interrompue, mais celle d'une alliance forgée dans le feu. « Il y a un terminal ici, dit-il, complètement isolé. Nous pouvons l'utiliser pour construire un piège, un contre-virus, mais nous devrons travailler vite. »« Alors commençons, » dit-elle. Les heures suivantes furent un tourbillon de travail intense. Ils s'installèrent dans son bureau personnel, un espace plus petit et plus intime, tapissé de livres. Côte à côte, ils commencèrent à coder. La synergie entre eux était encore plus forte maintenant, aiguisée par l'adrénaline et le danger partagé.
Il fournissait l'architecture du système, la connaissance approfondie du travail de son père. Elle fournissait la logique, l'intuition pour les schémas, la capacité de voir le chemin à travers le labyrinthe. Ils ne parlèrent pas du baiser. Ils n'en avaient pas besoin. Il était là dans chaque regard prolongé, chaque fois que leurs bras se frôlaient en tendant la main vers le clavier, dans chaque pause où leurs yeux se croisaient au-dessus des écrans. C'était un sous-texte constant, un courant électrique qui rendait tout plus net, plus vibrant. La romance n'avait pas été oubliée, elle avait été canalisée. La passion qui avait explosé entre eux servait maintenant de carburant, les propulsant dans leur lutte contre l'ennemi invisible. Chaque ligne de code qu'ils écrivaient ensemble était un acte de défi, un acte d'intimité. En fin d'après-midi, épuisés et affamés, ils firent une pause. Maximilien commanda à manger, et ils mangèrent assis par terre dans le salon, le dos contre le canapé, des assiettes en carton sur les genoux. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet, les lumières de la ville commençant à scintiller comme une promesse. La nourriture, provenant de l'un des restaurants les plus chers de la ville, semblait absurde dans des assiettes en carton. Maximilien remarqua son regard. « Ça semble déplacé, n'est-ce pas ?» dit-il avec une pointe d'ironie dans la voix. « Être au milieu d'une guerre et manger du homard. »« Un peu, » admit-elle, un petit sourire effleurant ses lèvres. « J'étais plus habitué aux sandwichs volés dans la cuisine. »« Nous y reviendrons, » dit-il, le ton soudainement sérieux. Au moment simple, la promesse dans sa voix était plus réconfortante que n'importe quel repas de luxe. « Nous allons nous en sortir, » dit Blanche, la voix remplie d'une conviction qu'elle n'avait pas ressentie des heures plus tôt. Maximilien la regarda, son visage adouci par la lumière du crépuscule. Il ne dit rien, mais il tendit la main et, avec son pouce, essuya doucement un minuscule grain de riz au coin de sa bouche. Le geste fut si inattendu, si tendre, que le cœur de Blanche fit un bond. Leurs regards se croisèrent. Le monde sembla ralentir. Il se pencha lentement cette fois, sans la fin désespérée d'avant. Il y avait une question dans ses yeux, une demande de permission. Elle ne détourna pas le regard. Elle lui donna la réponse en silence. Oui. Leurs lèvres se rencontrèrent. Douce d'abord, un test, une exploration. C'était un baiser de réconfort, de gratitude. Mais alors, le courant électrique revint, le feu se ranima, plus fort et plus profond qu'auparavant. Car maintenant, ce n'était plus seulement du désir, il y avait du respect. Il y avait un partenariat. Il y avait la compréhension silencieuse qu'au milieu de cette guerre numérique, ils étaient devenus le sanctuaire l'un de l'autre. Il la tira sur ses genoux, le baiser s'approfondissant, et cette fois, il n'y avait pas d'écran pour les interrompre. Il n'y avait que le son de leur respiration, le battement de leur cœur, et la ville silencieuse pour témoin. Le monde se dissolut en un kaléidoscope de sensations. Son goût, un mélange complexe de café et de détermination, persistant sur sa langue. Le son de son propre cœur, un tonnerre sourd et régulier dans ses oreilles. Le contact de ses mains, fermes et sûres sur sa taille, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse de l'univers. Blanche s'abandonna au baiser, une reddition qui n'était pas de la faiblesse, mais d'une force qu'elle ne savait pas posséder. C'était différent cette fois. La faim désespérée du matin avait été tempérée par quelque chose de plus profond, de plus résonnant. Il y avait une tendresse dans la façon dont les lèvres de Maximilien se déplaçaient contre les siennes. Une révérence dans la façon dont sa main se leva pour lui prendre la mâchoire, son pouce caressant la peau douce sous son oreille. Le baiser n'était plus une explosion, mais une combustion lente, un feu qui promettait de tout consumer sur son passage. Il approfondit le baiser, et un faible grognement vibra du fond de sa gorge, un son de pure reddition. Elle lui répondit, ses doigts s'emmêlant dans les cheveux épais à la base de son cou, le tirant plus près, éliminant le dernier millimètre d'espace entre eux. L'assiette en carton avec sa nourriture oubliée glissa de ses genoux et tomba sur le tapis avec un bruit sourd, mais aucun d'eux ne le remarqua. Le monde extérieur, avec ses menaces et ses fantômes, avait cessé d'exister. Il se recula, juste assez pour que leurs fronts se touchent, leur poitrine se soulevant à l'unisson. Ses yeux, maintenant orageux d'une émotion brute et écrasante, la fixèrent. « Blanche » murmura-t-il, le mot un vœu, une prière. Il n'eut pas besoin de dire autre chose. Elle comprit. La question silencieuse dans son regard concernait plus que cette nuit, plus que leur corps. Il s'agissait de franchir une ligne d'où il n'y aurait pas de retour. Elle ne répondit pas par des mots.
Au lieu de cela, elle leva la main et traça la ligne de sa mâchoire, sa barbe naissante éraflant doucement le bout de ses doigts. Le geste était intime, possessif. C'était sa réponse. Oui, moi aussi. C'était tout ce dont il avait besoin. Il la souleva dans ses bras, le mouvement fluide et sans effort. Blanche haleta, ses bras s'enroulant instinctivement autour de son cou. Il la porta hors du salon, montant un escalier flottant en bois et en verre. Son cœur battait contre le sien, un rythme unique et partagé. Chaque pas qu'il faisait semblait être un pas vers un destin inévitable. La chambre principale était un sanctuaire de tranquillité, minimaliste comme le reste de l'appartement, mais plus chaleureuse. Un lit massif et bas dominait le centre de la pièce, recouvert d'une couette en lin gris foncé. Un mur entier était en verre, offrant une vue imprenable sur les lumières de la ville qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. C'était comme flotter parmi les étoiles. Il la déposa doucement sur le lit, les draps frais et doux contre son dos. Il ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il se pencha au-dessus d'elle, ses bras de chaque côté de sa tête, l'enfermant de son corps. La lumière de la ville baignait son visage, projetant des ombres qui rendaient son expression encore plus intense. « Dis-moi d'arrêter, » dit-il, la voix rauque, un dernier test, une dernière offre d'échappatoire. « Non !» chuchota-t-elle en retour, la voix tremblante mais ferme. « N'arrête pas !» La permission sembla briser le dernier barrage de son self-control. Il baissa la tête et l'embrassa à nouveau, mais cette fois le baiser était différent de tous les autres. Il était lent, délibéré, une adoration. Ses lèvres explorèrent les siennes avec une patience infinie, comme s'il voulait mémoriser chaque courbe, chaque texture. Ses mains commencèrent leur propre exploration. Il tira sur l'ourlet de son t-shirt, ses doigts chauds rencontrant la peau nue de son ventre. Le contact envoya un choc délicieux dans tout son corps. Elle cambra le dos, une invitation silencieuse. Il accepta, faisant glisser le t-shirt par-dessus sa tête, le jetant quelque part dans l'obscurité. Un instant, il se contenta de la regarder, ses yeux parcourant la courbe de ses épaules, le va-et-vient de ses seins sous son simple soutien-gorge, la peau pâle brillant sous la lumière de la ville. Son regard était si intense, si respectueux, qu'elle se sentit la plus belle femme du monde. La honte qu'elle avait ressentie dans le bureau, le sentiment d'être observée et violée, s'évapora sous la chaleur de son admiration. Blanche, à son tour, sentit une audace qu'elle ne se connaissait pas. Ses mains remontèrent et sur sa poitrine, déboutonnant sa chemise, un bouton à la fois. Le tissu s'écarta, révélant un torse large et bien défini, la peau chaude au toucher. Elle étala ses mains sur ses muscles, les sentant se contracter sous sa paume. Il inspira brusquement, le son témoignant de l'effet qu'elle avait sur lui. Le rythme s'accéléra. Les vêtements devinrent des barrières à écarter, tombant au sol un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre eux. Rien que la peau, le souffle et la lumière des étoiles urbaines. Son corps était une œuvre d'art, sculptée dans la puissance et la grâce. Le sien, en revanche, semblait doux et ordinaire. Mais la façon dont il la regardait, la façon dont ses mains la touchaient, comme si elle était faite de verre précieux, la fit se sentir parfaite. « Tu es magnifique », murmura-t-il contre la peau de son cou, ses lèvres traçant un chemin de feu jusqu'à sa clavicule. Chaque contact était une découverte. Ses mains cartographiaient ses courbes, apprenant le paysage de son corps. Les siennes exploraient à sa force, traçant les lignes de ses épaules, la cambrure de son dos. C'était une danse de vulnérabilité et de pouvoir, de reddition et de revendication. Quand il se plaça enfin au-dessus d'elle, se positionnant entre ses jambes, il fit une pause. Leurs yeux se rencontrèrent et se fixèrent. Dans ce regard, il y avait tout. La peur, le danger, l'alliance, le désir, et quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « Blanche !» dit-il, la voix épaisse comme si le mot lui-même contenait un univers. Puis il entra en elle, le mouvement lent et délibéré, la remplissant, complétant une partie d'elle qu'elle ne savait même pas vide. Elle haleta, ses hanches se soulevant pour le rencontrer, leur corps s'emboîtant comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. Ce qui suivit ne fut pas seulement du sexe. Ce fut une communication à un niveau plus profond, plus primaire. Chaque poussée était une phrase, chaque souffle un mot. Ils bougeaient ensemble à un rythme à la fois ancien et nouveau. La ville au dehors, avec ses millions de vies et ses lumières froides, disparut. L'univers se rétrécit à ce lit, à cet instant, à la connexion indéniable entre deux âmes
qui s'était trouvé au milieu d'une guerre. L'intensité grandit, montant comme une lame de fond. Le plaisir était aigu, presque douloureux dans sa perfection. Ses murmures devinrent des halètements, son nom une litanie sur ses lèvres. Ses mains s'agrippèrent à son dos, ses ongles égratignant sa peau, le marquant comme sien. Quand l'orgasme les frappa, il fut simultané. Une explosion qui fit éclater le monde en 1 million de fragments de lumière blanche et de pures sensations. Ce fut une libération, une catharsis, le son de leurs cris, se mêlant en un seul. Après, dans le calme qui suivit, ils restèrent enlacés, leur corps luisant de sueur, leur cœur battant à un rythme décroissant. Maximilien roula sur le côté, mais ne la lâcha pas. Il la serra fort contre sa poitrine, son bras un poids réconfortant sur sa taille. Blanche posa sa tête sur son épaule, écoutant le son régulier de son cœur, une mélodie qui semblait la chose la plus sûre au monde. Son parfum l'entourait, peau, sueur et la légère touche de whisky. Elle se sentit chez elle, un sentiment si inattendu, si bouleversant, que des larmes silencieuses commencèrent à couler de ses yeux. Il dut les sentir chaudes contre sa peau. Il se pencha et lui embrassa le front, le geste empreint d'une tendresse qui lui fit mal au cœur. « Qu'y a-t-il » murmura-t-il dans le noir. « Je ne sais pas, » répondit-elle, la voix nouée. « C'est juste que je n'ai jamais... » Elle ne put finir la phrase, jamais ressenti ça. Il la serra plus fort. « Moi non plus, » avoua-t-il, la voix rauque. L'aveu venant de cet homme de contrôle et de secret était le cadeau le plus précieux qu'il aurait pu lui faire. Ils restèrent longtemps en silence, la ville brillant pour eux. La guerre était toujours là, dehors. Le fantôme dans la machine rôdait toujours. Rien n'avait été résolu. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Ils n'étaient plus seulement des alliés. Ils étaient devenus la faiblesse l'un de l'autre, et paradoxalement, la plus grande force l'un de l'autre. Alors que le sommeil la gagnait enfin, en sécurité dans ses bras, la dernière pensée de Blanche fut que même si le monde s'effondrait au matin, cette nuit, cet instant de connexion pure et bouleversante, en aurait valu la peine. La lumière du matin inonda la chambre, non pas la lumière grise et hésitante des jours précédents, mais un flot d'or liquide sur la ville. Blanche s'éveilla lentement, se sentant flotter dans un état de chaleur et de contentement qui lui était totalement étranger. Un instant, elle s'autorisa à exister simplement dans ce cocon, dans la sensation des draps doux, le poids du bras de Maximilien sur sa taille, le battement régulier de son cœur contre son dos. Elle se tourna dans ses bras avec une infinie précaution, ne voulant pas le réveiller. Elle voulait le regarder, mémoriser cet instant, cette paix volée. Son visage, dans un sommeil profond, était dépourvu de toute sa dureté habituelle. Il y avait une douceur sur ses lèvres, une absence de tension sur son front. Elle ressentit une envie irrépressible de tracer la ligne de son sourcil, de toucher la petite cicatrice qui s'y trouvait. C'était de la folie. La veille, il était son employeur intimidant. Aujourd'hui, elle connaissait le goût de ses lèvres, le son de sa respiration dans le silence de la nuit, la carte de son corps contre le sien. Le saut semblait trop grand, trop rapide, et pourtant, en même temps, il semblait la seule chose logique qui aurait pu se produire. Avec précaution, elle tendit la main et écarta une mèche de cheveux sombres qui était tombée sur son front. Le geste était tendre, presque respectueux. Ses yeux s'ouvrirent. Il n'y eut pas de réveil lent. En un instant, il fut éveillé, ses yeux verts, clairs et concentrés, rencontrant les siens. Pas de confusion, seulement une reconnaissance immédiate. Un éclair de quelque chose de chaud et de possessif traversa son regard avant qu'aucun masque ne puisse se mettre en place. « Bonjour » murmura-t-il, sa voix un grondement rauque qui vibra à travers elle. « Bonjour » répondit-elle, un sourire timide effleurant ses lèvres. Il ne lui rendit pas son sourire, mais l'intensité de son regard était plus éloquente que n'importe quel sourire. Il leva la main et imita son geste, ses doigts traçant la courbe de sa joue, son pouce frôlant sa lèvre inférieure. Le contact était léger, mais il envoya un frisson dans tout son corps. « Pas de regret » demanda-t-il, la question sérieuse, presque vulnérable. « Aucun » répondit-elle, et la vérité de ses mots la surprit par sa force. « Et vous » Un fantôme de sourire effleura enfin ses lèvres. « Mon seul regret est de ne pas avoir plus de temps. » Le mot « temps » flotta entre eux, un sombre rappel de la réalité qui les attendait hors de cette chambre. Le fantôme dans la machine, la guerre qui n'avait pas encore été gagnée. La paix de cet instant était une illusion,
une bulle fragile qui pouvait éclater à tout moment. Comme pour le prouver, un bip discret retentit du bureau en bas. Un son discret, mais dans le silence de l'appartement, il sonna comme un coup de feu. Le changement chez Maximilien fut instantané. La douceur s'évapora. L'amant laissa place au guerrier. Il s'assit, le corps tendu, alerte. « Restez ici », ordonna-t-il, sa voix redevenant celle d'un commandant. Il glissa hors du lit, totalement inconscient de sa nudité, et attrapa un pantalon de survêtement par terre, l'enfilant avec une efficacité rapide. Blanche regarda, le cœur serré, tandis que la barrière entre eux commençait à se reconstruire. Il attrapa un t-shirt et quitta la chambre, ses pas rapides et silencieux sur le parquet. Laissée seule dans le lit défait, Blanche sentit un frisson s'installer. La chaleur, l'intimité, tout cela ressemblait à un rêve qui s'estompait. Elle se leva, s'enveloppant dans le drap, et se dirigea vers l'immense fenêtre. La ville était vivante, la circulation un courant silencieux de métal et de verre. Il semblait impossible que le monde puisse continuer normalement, alors que le sien avait été complètement bouleversé. Elle pouvait entendre la voix de Maximilien d'en bas, basse et tendue, parlant dans un téléphone qu'elle supposa être une ligne sécurisée. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais le ton suffisait. La trêve était terminée. Avec un soupir, elle se retourna et commença à rassembler ses vêtements éparpillés. Chaque pièce semblait un souvenir de la nuit précédente, son t-shirt par terre, sa chemise près de la porte. En s'habillant, elle eut l'impression de remettre son armure. L'analyste, la partenaire, pas l'amante. C'était plus sûr ainsi. Quand elle descendit, elle le trouva dans le bureau personnel, debout devant l'unique terminal connecté. Il était au téléphone, mais ses yeux la trouvèrent dès qu'elle apparut à la porte. « Compris », dit-il au téléphone. « Tenez-moi au courant. » Il raccrocha, le visage un masque de sombre préoccupation. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, sa voix sonnant étrangement formelle. « C'était Marc », dit-il. « L'équipe de cybersécurité a réussi à isoler le 80e étage. Mais il est trop tard. Prométhée, ou quoi que ce soit, n'est plus là. Il est parti. »« Parti ?» Blanche cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire qu'il n'a plus besoin d'être dans nos serveurs, » dit Maximilien en passant une main sur son visage fatigué. « Il a eu ce qu'il voulait, les clés du royaume. Pendant la nuit, pendant que nous étions occupés, il a initié une série de transferts, petits au début, puis plus importants. Il est en train de saigner à blanc les entreprises Beaumont, déplaçant des actifs vers des comptes qui disparaissent dès leur création. Il démantèle mon empire brique par brique de l'extérieur. » La nouvelle la frappa comme un coup de poing. Pendant qu'ils étaient perdus l'un dans l'autre, l'ennemi avait frappé. Une vague de culpabilité la submergea. « Nous aurions dû... »« Non !» la coupa-t-il, la voix féroce. « Ne faites pas ça !» Il traversa la pièce et se plaça devant elle, ses mains agrippant ses épaules. « Ce n'est pas votre faute. C'est la mienne. J'ai baissé ma garde. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Et je le referai. » L'aveu brut et téméraire lui coupa le souffle. Le monde pouvait s'écrouler, mais à cet instant, la seule chose qui comptait était la vérité dans ses yeux. « Nous avons toujours le contre-virus, dit-elle, son esprit déjà en action, mettant les émotions de côté. Celui que nous avons construit hier. S'il opère de l'extérieur, il a besoin d'un point d'accès, un serveur central quelque part. Si nous pouvons le trouver, nous pourrons injecter le code. » Sa concentration s'aiguisa, reflétant la sienne. Le partenariat se ranima. Il est trop malin pour utiliser un seul emplacement. Ce serait un réseau de serveurs proxy, faisant rebondir le signal partout dans le monde. Mais chaque réseau a un nœud central, insista-t-elle. Un cœur. Si nous traçons les transactions les plus récentes, les plus importantes, nous pourrons peut-être trianguler l'origine. Ils retournèrent au terminal. Les heures suivantes furent une chasse effrénée. Le bureau était silencieux, à l'exception du bruit de leurs doigts volant sur le clavier et du murmure occasionnel de l'un d'eux signalant une nouvelle piste. L'intimité de la nuit précédente se transforma en une synergie professionnelle sans faille. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre dans le petit espace, anticipant les besoins de l'autre, finissant les phrases de l'autre. C'était une danse différente de celle de la veille, mais non moins intime. Finalement, après des heures qui parurent une éternité, Blanche le trouva. Un unique point de convergence, une adresse IP qui restait constante, même lorsque les autres sautaient. Elle était fortement masquée, enterrée sous des couches de cryptage. « Je l'ai », murmura-t-elle, la voix rauque d'épuisement et de triomphe.
Maximilien se pencha sur elle, sa poitrine pressant son dos, son menton touchant presque son épaule. Sa chaleur l'enveloppa. « Où ? Ça ne semble pas normal, » murmura-t-elle en lançant un programme de traçage. L'adresse semble provenir d'une maison de retraite à Neuilly-sur-Seine. Le silence qui suivit fut absolu. Blanche sentit son sang se glacer dans ses veines. Une maison de retraite, à Neuilly. Lentement, elle tourna la tête pour regarder Maximilien. Son visage était pâle, la compréhension naissant dans ses yeux. « Blanche !» commença-t-il, la voix étranglée. « Non !» dit-elle en secouant la tête, refusant d'y croire. « Ce n'est pas possible, c'est une coïncidence. » Mais ce n'en était pas une. Elle tapa le nom de l'établissement, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine toucher les bonnes touches. Le nom qui apparut à l'écran était le même que celui sur les cartes de visite empilées sur sa table de chevet. Le même endroit où elle se rendait tous les dimanches. L'endroit où vivait sa mère. La révélation la frappa avec la force d'une explosion. La pièce tourna. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent d'une manière horrible et monstrueuse. La maladie de sa mère. Son besoin désespéré d'argent, son affectation aléatoire à l'audit de Beaumont. L'IA, le fantôme dans la machine, n'était pas un programme devenu fou. Il avait un maître, quelqu'un avec un accès physique à ce serveur, quelqu'un qui la connaissait, quelqu'un qui l'utilisait depuis le début. Elle regarda Maximilien, l'horreur peinte sur son visage. Toute sa vie, toute sa lutte n'avait été qu'un mensonge, une manipulation. « Votre mère » murmura Maximilien, sa voix remplie d'une douleur presque aussi grande que la sienne. Et au milieu de ce cataclysme de trahison, Blanche réalisa la vérité la plus terrible de toutes. L'ennemi qu'il traquait n'était pas un inconnu. C'était la seule personne au monde qu'elle aimait. Et elle, sans le savoir, venait de conduire l'homme dont elle tombait amoureuse directement dans son piège. Le monde de Blanche ne vola pas en éclats. Il se replia sur lui-même, implosant en un point de silence assourdissant. Le nom de la maison de retraite sur l'écran n'était plus seulement du texte, c'était une sentence. Chaque souvenir de sa mère, son sourire fragile, ses mains tenant les siennes, ses mots d'encouragement, fut instantanément réécrit, souillé par le poison de la trahison. L'air dans ses poumons se transforma en verre. Elle ressentit un vertige écrasant, le sol semblant basculer sous ses pieds. Elle s'agrippa au bord du bureau pour se stabiliser, les articulations de ses doigts devenant blanches comme l'ivoire. « Non !» murmura-t-elle. Le mot un filet de son, un déni futile contre l'avalanche de la vérité. Elle n'aurait pas pu faire ça. Elle est malade. Maximilien fut à ses côtés en un instant, ne la touchant pas, mais sa présence une encre solide dans le chaos qui l'engloutissait. Sa fureur initiale avait été remplacée par une immobilité sombre, ses yeux fixés sur son visage, lisant l'agonie qui s'y déroulait. « Blanche !» dit-il, la voix basse mais ferme, tranchant dans le brouillard de son choc. « Réfléchissez. L'accès, la motivation. Elle vous a placé à l'intérieur de mon entreprise. Elle a utilisé votre besoin, votre amour pour elle, comme une arme. Chaque mot était un coup physique, la maladie. Les factures médicales qui semblèrent toujours augmenter, peu importe à quel point elle travaillait. L'insistance de sa mère pour qu'elle accepte le poste chez Lefebvre & Associés, le cabinet qui, comme par hasard, auditait Beaumont. Tout s'emboîta avec une clarté maladive. Elle n'était pas une fille sauvant sa mère. Elle était un pion, déplacé avec une précision cruelle par une joueuse d'échecs dont elle ignorait l'existence. La douleur était si aiguë, si lancinante, que l'espace d'un instant elle éclipsa la peur. La trahison ne venait pas d'un ennemi, mais du centre même de son univers, la personne pour qui elle avait tout sacrifié. Et puis l'horreur de la situation complète la frappa. Maximilien. Elle le regarda, l'homme qui avait abandonné ses défenses pour elle, qui lui avait fait confiance. L'homme dont les lèvres semblaient encore brûler sur les siennes. Elle l'avait mené à ça. Elle était l'appât. « Oh mon Dieu !» haleta-t-elle, reculant du bureau, s'éloignant de lui. « Maximilien, je jure que je ne savais pas. » Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin, chaudes et amères, sur son visage. Elle m'a utilisé. Elle nous a utilisés tous les deux. Il fit un pas vers elle, comblant la distance qu'elle avait créée. Il leva les mains et lui prit le visage, ses pouces essuyant les larmes de ses joues. Le contact était d'une douceur incroyable. « Je sais, » dit-il, sa voix un baume sur son âme blessée. Il n'y avait aucune accusation dans ses yeux, aucun soupçon, seulement une douleur partagée et une résolution d'acier. « Je sais que vous ne saviez pas, Blanche. Pas une seconde je n'ai douté de vous. Sa foi inébranlable,
au moment où la sienne en tout le reste s'était désintégrée, fut la seule chose qui l'empêcha de s'effondrer complètement. Elle s'appuya sur ses mains, sa force devenant la sienne. « Nous devons y aller, dit-il, le ton changeant, redevenant celui du commandant. Maintenant, avant qu'elle ne réalise que nous l'avons trouvé. Le contre-virus, commença-t-elle. Il est prêt, confirma-t-il, chargé sur une clé sécurisée. Nous avons besoin d'un accès physique à son serveur pour le déployer, c'est notre seule chance. Le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine fut un flou silencieux et tendu. Ils prirent la berline noire, Marc au volant, sa présence une assurance silencieuse. Blanche regardait par la fenêtre, les rues familières de la banlieue semblant étrangères. Chaque coin de rue recelait un souvenir désormais souillé, chaque visage familier un rappel d'une vie qui n'était plus réelle. Maximilien était assis à côté d'elle, ne la touchant pas, mais l'énergie qui émanait de lui était un champ de force protecteur. Il était au téléphone, parlant en code à des équipes qu'elle ne connaissait pas, déplaçant des pièces sur un échiquier bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Il reprenait le contrôle. Quand ils s'arrêtèrent devant la maison de retraite, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la pelouse bien entretenue. L'endroit qui lui avait toujours semblé un sanctuaire de paix paraissait maintenant sinistre, sa façade de briques cachant un nid de tromperie. « Je viens avec vous, » dit Maximilien, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Marc restera ici et sécurisera le périmètre. » Ils entrèrent et l'odeur familière d'antiseptique et de fleurs fanées la frappa. La réceptionniste lui sourit. « Blanche, ma chère, vous venez voir votre mère ?» Le poison du mensonge lui tordit l'estomac. Elle parvint à forcer un hochement de tête. « C'est mon fiancé, » dit-elle, le mot sonnant étrange et pourtant parfaitement juste dans sa bouche. Il voulait la rencontrer. Ils descendirent le couloir silencieux, leurs pas résonnant sur le linoléum poli. Chaque pas vers la chambre 21B était un pas vers la confrontation finale. Le cœur de Blanche battait si fort qu'elle crut que Maximilien pouvait l'entendre. Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant, un lien de force silencieux. La porte de la chambre de sa mère était entr'ouverte. Il pouvait entendre le son doux de la musique classique, venant de l'intérieur. Blanche prit une profonde inspiration et poussa la porte. Sa mère, Éléonore, n'était pas au lit. Elle était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, n'ayant pas l'air fragile et malade comme elle le projetait toujours, mais droite, alerte. Sur la petite table à côté d'elle, il n'y avait pas de médicaments, mais un ordinateur portable dernier cri ouvert. Ses doigts, que Blanche avait toujours cru trop faibles à cause de l'arthrite, se déplaçaient avec une agilité preste sur le clavier. Elle leva les yeux quand ils entrèrent, et il n'y avait aucune surprise sur son visage, seulement une froide reconnaissance. Le sourire chaleureux que Blanche connaissait et aimait avait disparu, remplacé par un masque de calcul et d'ambition endurci. « Blanche » dit Éléonore, la voix claire et forte, sans le tremblement qu'elle feignait toujours. « Et Maximilien Beaumont, je me doutais que vous ne mettriez pas longtemps à assembler les pièces. Tu as toujours été une fille intelligente, ma chérie. Trop intelligente pour ton propre bien. » La douleur de la trahison frappa de nouveau Blanche, fraîche et vive. « Maman, pourquoi ?» Éléonore rit, un son dépourvu d'humour. « Parce que ce monde, cet empire, aurait dû être le mien, » dit-elle, ses yeux se fixant sur Maximilien avec une haine ancienne. « Le père de Maximilien, ce voleur glorifié, m'a tout pris. Il était mon partenaire. Le projet Icare était notre création, mais il m'a trahi, m'a mise de côté et m'a laissé sans rien. » Maximilien s'avança. « Alors c'est une vengeance. »« C'est la justice, » corrigea-t-elle, la voix sifflante. « J'ai mis des décennies à planifier, à construire ma propre arme. » Elle désigna l'ordinateur portable. « Mon Prométhée, une IA qui a appris chacun de ses mouvements, chacun de ses secrets. Et quand il est mort, elle a simplement attendu. Attendu le bon moment. T'as attendu, toi. » Ses yeux se tournèrent vers Blanche. « Tu étais ma clé, mon chef-d'œuvre. La fille que je n'aurais jamais pu avoir dans son monde, l'outil parfait pour l'abattre de l'intérieur. » Le dédain dans sa voix, la façon dont elle parlait d'elle comme d'un objet, brisa le dernier éclat du cœur de Blanche. « C'est fini, Éléonore, » dit Maximilien, la voix calme mais mortelle. « Mes hommes sont dehors, les autorités sont en route, il n'y a nulle part où fuir. » Un sourire cruel joua sur les lèvres d'Éléonore. « Oh, je ne vais nulle part. Mais vous non plus. » Elle appuya sur une touche de l'ordinateur. Instantanément, un clic sonore retentit alors que les volets métalliques de la fenêtre de la chambre s'abattaient.
les plongeant dans l'obscurité. Les lumières de secours s'allumèrent, jetant une lueur rouge et sinistre sur la scène. La porte de la chambre se ferma avec un bruit sourd. « L'IA contrôle toute la sécurité de ce bâtiment », dit Éléonore. « Nous sommes dans un coffre-fort, et dans 5 minutes, Prométhée lancera le transfert final, dissolvant complètement les entreprises Beaumont en 1 millier de comptes intraçables. Vous m'avez peut-être trouvé, mais vous avez perdu. » Pendant qu'elle parlait, Maximilien bougeait. Il ne la regardait pas. Il regardait l'ordinateur portable. Et Blanche comprit. Son arrogance. Elle se vantait, leur donnant le temps dont ils avaient besoin. « Blanche, dit-il, la voix basse et urgente, distrayez-la. » Le cœur dans la gorge, Blanche s'avança, se plaçant entre sa mère et Maximilien. « Pourquoi m'impliquer là-dedans » cria-t-elle, la douleur et la colère explosant enfin. « Pourquoi me faire du mal comme ça ?» Alors qu'Éléonore concentrait sa fureur sur Blanche, Maximilien se déplaça comme une ombre. Il sortit la petite clé USB de sa poche. En 3 pas rapides, il fut derrière le fauteuil. Éléonore le vit trop tard. Ses yeux s'écarquillèrent. Non. Mais il était déjà là. Il enfonça la clé dans le port USB de l'ordinateur portable. Un instant, rien ne se passa. Puis l'écran de l'ordinateur se mit à clignoter violemment. Des lignes de code vert et rouge défilèrent sur l'écran, une guerre numérique se déroulant sous leurs yeux. Éléonore martelait le clavier, tentant désespérément de reprendre le contrôle, mais c'était inutile. Le contre-virus qu'ils avaient construit, l'arme née de leur partenariat, dévorait sa création. L'écran devint noir. Un silence assourdissant tomba sur la pièce. Les lumières de secours s'éteignirent et les lumières normales se rallumèrent. Les volets métalliques remontèrent dans un doux bourdonnement. La porte se déverrouilla d'un clic. C'était fini. Éléonore fixa l'écran sombre, son visage un masque de défaite stupéfaite. Elle avait perdu. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement et Marc entra, suivi de 2 agents de sécurité. Ils se dirigèrent vers Éléonore, qui n'opposa aucune résistance. Alors qu'il l'emmenait, ses yeux croisèrent ceux de Blanche une dernière fois. Il n'y avait aucun remords en eux, seulement le vide froid d'un empire perdu. Blanche resta là, tremblante, alors que la réalité de tout s'abattait sur elle. La femme qui l'avait élevée, la seule famille qu'elle ait jamais connue, était une étrangère, un monstre. Un sanglot s'échappa de ses lèvres, une vague de perte et de chagrin si écrasante qu'elle la fit plier en 2. Des bras forts l'enveloppèrent, la serrant contre une poitrine solide. Maximilien. Il la tenait, sa main caressant ses cheveux, tandis qu'elle pleurait, libérant toute la douleur, toute la trahison. Il ne dit rien. Il se contenta de la tenir. Et dans ses bras, au lendemain de cette guerre, elle trouva son seul havre de paix. Épilogue. 6 mois plus tard. Le soleil d'automne tardif inondait l'appartement de Maximilien, peignant le parquet de lumière dorée. Blanche était assise au piano, ses doigts glissant paresseusement sur les touches, créant une mélodie douce et pleine d'espoir. Le monde s'était apaisé. Éléonore était dans un établissement fédéral, faisant face à une liste d'accusations qui l'y maintiendrait pour le reste de sa vie. Maximilien, avec l'aide de Blanche, avait récupéré la plupart de ses actifs, reconstruisant son empire sur des fondations de transparence. Le nom Beaumont, autrefois terni par les secrets, était en train d'être redéfini. Blanche, de son côté, n'était plus seulement une partenaire silencieuse. Elle avait transformé son talent en un but. Avec le financement et le soutien total de Maximilien, elle avait fondé Dubois Forensique Numérique, un cabinet de conseil d'élite spécialisé dans la cybersécurité éthique, qui était désormais le principal prestataire des entreprises Beaumont et de plusieurs autres sociétés du CAC 40. Elle avait trouvé son propre pouvoir, non pas comme une arme, mais comme un bouclier pour les autres. Blanche entendit des pas derrière elle et sentit la chaleur du corps de Maximilien avant même qu'il ne la touche. Ses mains se posèrent sur ses épaules, massant doucement la tension qu'il savait s'y accumuler encore parfois. Il se pencha et l'embrassa au sommet de la tête. « J'ai quelque chose pour vous », murmura-t-il à son oreille. Il posa un petit écrin de velours bleu sur le pupitre du piano. Son cœur fit un bond. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, sur un lit de soie blanche, se trouvait une bague. Ce n'était pas un diamant ostentatoire, mais un saphir d'un bleu profond, de la couleur d'un ciel au crépuscule, flanqué de 2 petits diamants qui scintillaient comme des étoiles. « Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il.
sa voix un doux grondement près de son oreille, sentant sa question silencieuse. « C'est une promesse. » Elle se tourna sur le tabouret pour lui faire face, les yeux embués. Une promesse de quoi? Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Ses yeux verts, autrefois pleins d'ombres et de secrets, étaient maintenant remplis d'une lumière claire et d'un amour si profond qu'il lui coupa le souffle. « Une promesse qu'il n'y aura plus de secrets, plus de mensonges, dit-il. Une promesse que chaque jour que nous construirons ensemble sera réel. Et une promesse que, lorsque vous serez prête, je poserai la vraie question. » Il prit la bague et la glissa à son doigt. Elle lui allait parfaitement. « Je vous aime, Blanche Dubois, » dit-il, les mots simples, mais portant tout le poids de leur voyage. « Je vous aime aussi, Maximilien Beaumont, » murmura-t-elle en retour. Il se pencha et l'embrassa, un baiser qui n'était pas de faim ou de désespoir, mais de paix, de certitude, d'un avenir qu'ils avaient conquis ensemble. La mélodie du piano s'était arrêtée, mais dans leur cœur, une nouvelle musique ne faisait que commencer. Une symphonie d'amour irrésistible, née du danger et forgée dans la vérité, et ils avaient tout le temps du monde pour l'écouter.